Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime pour un nouvel épisode. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par notre double vice-champion du monde de trail et entraîneur, celui qui doit être aux anges depuis la nouvelle grande victoire de l'un de ses poulains, Nicolas Martin. Comment ça va ? Ça va, après une bonne nuit de sommeil pour récupérer de la Saint-Aignan. On remercie Sylvain Cachard qui nous a bien tenus éveillés avec cette belle victoire et puis cette fin de course quand même haletante parce qu'il était un petit peu en difficulté, donc on se demandait si ça allait tenir. Vraiment un super bon moment de partage avec Sylvain, toute sa famille et puis aussi les dernières semaines puisque il va revenir dessus dans le podcast, mais on a fait des recos, des séances SP ensemble. Bon, c'est aussi ça, l'entraînement, c'est aussi d'avoir la chance avec certains athlètes d'avoir une relation humaine qui est plus poussée, comme je peux aussi avoir eu et avoir encore avec Matt quand on a fait des stages. C'est ça qui est cool. Donc, tout va bien, même si il y a toujours un petit peu de fatigue quand on passe une nuit éveillée. Tu seras accompagné par notre athlète pro et créateur de contenu, celui qui se prend une semaine de vacances, tranquille, sans prévenir la commu. Le monde du trail, il a bien changé. Mathieu Delpech, comment ça va ? Ça va bien, écoute Alexandre, malgré la neige qui a fait son apparition, j'ai quand même pu faire une petite sortie de ski, mais ensuite l'appel du sud de la France a été trop fort. Et en effet, je me suis pris une petite semaine de vacances pour vraiment terminer cette coupure. Et là, je viens de sortir de la période d'hibernation, de création de contenu du point de vue créateur. On reprend aussi le boulot après cette période un petit peu plus calme. Je viens de publier pour ceux que ça intéresse sur YouTube les bilans de l'année 2025. Et pour les curieux, voici les sujets au programme de cette nouvelle vidéo. Analyse complète des données d'entraînement sur l'année, surtout de la répartition des charges, que ce soit entre les différents sports, entre les différentes périodes de l'année. Retour sur les moments forts de la saison. Et puis aussi, moi ça me tient à cœur, dedans je partage mon bilan carbone de l'année. Et puis pour les curieux de l'argent, une petite évolution financière du projet, des partenariats, etc. Transparence totale. Je vous invite à aller découvrir ça. C'est sur ma chaîne YouTube. Enfin, notre kiné et préparateur physique, cofondateur de Cap Prévention, celui qui tentera cet hiver de battre son record sur 10 km, car oui, en plus d'être le kiné le plus réactif de France, il pourrait aussi passer la barre mythique des 35 minutes sur cette distance. Théo Robin, comment ça va ? Oula, alors les 35 minutes, c'est toi qui les annonces, pas moi, on verra ce que ça va donner. Mais ouais, petit dossard avec les carbones pour le fun d'ici 10 jours à peu près. Et cette année surtout, j'ai passé le pas d'acheter des skis de rando. Du coup, ce week-end, c'était session apprentissage de cette nouvelle discipline. Les conditions du début d'hiver, elles étaient vraiment top, donc de belles régalades avec les copains. Et en 3 jours, j'ai l'impression d'être parti en vacances, donc on va dire que c'est plutôt la belle vie en ce moment. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, le manager de la team Colibri et aussi le journaliste de ce podcast, celui qui vadrouille autant qu'il aime son Cantal natal. Alexandre Viol, comment vas-tu ? Où as-tu vadrouillé ces dernières semaines ? Ça va très bien. Moi, j'ai pas vadrouillé très très loin, mais j'ai quand même passé deux beaux week-ends après un semi-marathon. Le suspense a été levé puisque je n'ai pas participé aux 10 km, mais j'ai participé au semi-marathon de Vénissieux où ben voilà, il y a pas de secret hein, quand tu sais à l'avance que tous les ingrédients sont réunis pour que ça se passe, pour que ça ne passe pas pour une perf et que t'y vas quand même, il n'y a pas de surprise. J'ai malgré tout pu profiter de cette magnifique petite bourgade de Vénissieux en périphérie de Lyon un dimanche matin sous un froid terrible et une petite grisaille. C'était littéralement le bonheur. Et puis là, je viens tout juste de passer un petit week-end dans le Cantal, bien convivial et bien festif, à l'occasion de la course organisée par mon club, le Rando Trail Mauriac RTM pour les connaisseurs, avec une petite nouveauté cette année, puisque depuis la création de l'événement, on se contentait de mettre en place une randonnée, une course non chronométrée, en nocturne. Et depuis cette année, l'équipe d'organisation a décidé d'organiser une course chronométrée en début d'après-midi avec un départ en contre-la-montre toutes les 30 secondes, sans savoir pour quelle distance exacte on partait. Juste l'info qu'on avait juste avant de partir, c'était que la distance serait comprise entre 9 et 18 km. C'était très très plaisant à faire. Vous êtes d'ailleurs l'équipe tous invités l'année prochaine, en espérant que ce soit pas le même week-end que la Saint-Élion bien sûr. Et puis s'en est suivi une belle soirée festive, de quoi conclure l'année de trail en beauté. Maintenant cap sur l'hiver et sur le ski. Avant que tu me donnes le sommaire, Alex, je me permets de rappeler quelques petites choses à nos auditeurs. Comme chaque épisode, évidemment, si une partie vous intéresse plus qu'une autre, le timecode pour vous rendre directement sur cette partie, il est dans la description du podcast.
Et si vous voulez échanger avec nous, avec l'équipe plus en profondeur, on a la page Instagram sur laquelle on va publier des extraits. On vous met aussi toutes les recos qu'on fait en fin d'épisode pour que vous puissiez les retrouver là-bas. Et pour échanger encore plus, c'est sur le canal Instagram, sur ma page Instagram, Mathieu Delpech. Et puis, juste avant que je te redonne la parole, je voulais rappeler à nos auditeurs que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de partager à vos amis ce podcast, à vos proches qui aiment le trail. Partagez aussi sur Instagram si vous voulez nous aider à faire vivre le podcast. Mentionnez-nous, on repartagera avec plaisir. Alexandre, à toi. Les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on commencera comme d'habitude par ce qu'a retenu chaque membre de l'équipe côté perf sur ces dernières semaines de compétition. On s'attardera notamment sur la grande classique de fin de saison, la Saint-Élion, qui a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses. On poursuivra avec notre sujet décryptage du jour, où on vous parlera du développement du trail en Asie et de ses spécificités, grâce à deux invités qui connaissent parfaitement cette région du monde. Aurore Dacier, athlète au sein du team Salomon International et expatriée française qui habite depuis 3 ans à Singapour. Et Valentin Orange, athlète au sein du team Kailas Fuga mais surtout photographe et vidéaste, véritable globetrotter qui a vécu 8 ans au Vietnam et participé à de nombreux trails en Asie du Sud-Est. On enchaînera ensuite avec le jeu du qui suis-je. Dernier réchauffement pour les membres de l'équipe avant le grand quiz de Noël qui les attend dans 2 semaines. Soyez prêts, ça va être une folie. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime, épisode 34, c'est parti. Jingle. Trail qu'on aime, épisode 34. C'est bon, Nico est en train de prendre le monopole des jingles. Allez, on démarre tout de suite, les amis, avec les actus et bien sûr, comment ne pas parler en premier lieu de la Saint-Élion. Nico, on va commencer par toi. T'étais sur place, donc tu vas pouvoir nous donner quelques insights et surtout nous dire est-ce que les conditions étaient si horribles que ça. On m'a cru voir. On a vu beaucoup de peaux, de shorts et de t-shirts, donc a priori, on s'est dit que il faisait pas si froid cette année. Les conditions étaient hyper clémentes. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux à cette date de l'année. Il faisait 6-7 degrés sur les points hauts du parcours. Ça ressemblait pas mal à ma participation il y a 10 ans, en 2015 de mémoire. Il me semble que j'avais couru en n'étant pas très habillé non plus. Bon, évidemment, il y a de la boue sur le parcours à cette date parce que c'est quand même rare qu'il n'y ait pas de pluie durant le mois de novembre. Mais bon, rien de bien compliqué pour des coureurs aguerris, même si dans la deuxième partie de course, notamment sur la Saint-Élion, c'est pas mal ravagé parce qu'il y a la Saint-Express qui est déjà passée, donc je sais pas combien il y a de coureurs exactement, mais un bon petit paquet, donc ça glisse. C'est une des difficultés hein, de cette course, le choix du matériel, à la fois sur l'habillement, mais aussi et peut-être principalement sur les chaussures, puisque bah, vous le savez, c'est très roulant, donc il y a la volonté d'avoir une chaussure la plus dynamique possible, mais d'un autre côté, il y a quelques descentes techniques et une course peut vite s'arrêter sur une chute ou une entorse, donc pas toujours évident. Sinon, moi, je fais plutôt un aller-retour assez express sur la course, puisque Sylvain était bien accompagné par toute la famille pour la gestion des ravitaux. Donc, au niveau de la stratégie, c'était une course où c'est quand même intéressant un peu de connaître les écarts pour adapter un petit peu son pacing. Donc, j'ai fait le choix d'aller dans des endroits un peu stratégiques pour lui donner des écarts et puis potentiellement lui donner la dynamique de course. Bon, finalement, la première fois que je le vois, il est déjà deuxième à 40 secondes de Benjamin Paulin. Donc, il peut plus ou moins faire des écarts tout seul, on va dire. Là, moi, ma première impression, c'est de se dire, bon, ok, il est dans le match, mais franchement, là, à ce moment-là, Benjamin, je le vois en haut d'une montée, il papote avec le cam runner, puisque cette année, on peut le dire, c'était la première fois que je crois qu'il y avait un live, donc il y a eu un suivi, notamment du premier un peu tout le long. Je te coupe, Nico, ça a déjà été fait quand même quelques années. Maintenant, le dispositif était encore un peu plus élaboré pour avoir encore plus d'images en inside. Ouais, c'était vraiment, alors un peu light, moi j'ai trouvé pas forcément juste parce qu'il y avait presque une personne avec la tête de course, donc c'est vrai que celui qui est en tête, il a un peu plus d'éclairage, hein. C'est notamment ça, moi, que je trouve un petit peu plus discutable. C'est vrai que ça fait une deuxième frontale qui éclaire un petit peu le chemin. Mais ouais, sur ce moment-là, je me dis vraiment que Benjamin Paulin, il est très fort. Après, je vais ailleurs. Il y avait une descente un peu technique pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle le bois d'Arfeuil. Je pense que là, Sylvain était peut-être un peu plus à l'aise. Il reprend une vingtaine de secondes. Il est toujours à 20 secondes, donc pour ravito de Saint-Genou. Et là, moi, je le vois, je lui dis, bah, essaye de faire l'effort pour rentrer. Là, j'arrive à couper un peu le parcours pour les revoir assez rapidement. Et là, Sylvain est pas revenu et au contraire, il a perdu 1 ou 2 secondes. Puis je le vois qu'il commence à être marqué. Et là, Benjamin me paraît toujours super bien. Et là, je me dis, ouais, il va être dur à aller chercher. Et donc là,
c'est une course qui est quand même logistiquement assez dure à suivre, notamment parce que bon, faut pas, enfin moi j'essaye de pas trop couper le parcours en voiture et tout, donc je file à Chaponneau et là, bon il y a un petit peu de voiture, donc je regarde pas trop ce qui se passe et là quand je rallume le live, je vois que Sylvain il a pris la tête et ils annoncent qu'il a quand même pas mal d'avance sur Vigile Morisset, donc là moi je comprends pas trop ce qui s'est passé pour Benjamin. Donc on apprendra après. Et puis à Chaponneau, il y a, pour ceux qui connaissent, il y a un aller-retour vers le ravitaillement qui permet de faire des écarts assez simples. Donc voilà, je me positionne à cet endroit-là, je fais l'écart et à ce moment-là, Sylvain, il a 4,45 d'avance sur Virgile, mais il vient de me dire juste un petit peu avant en passant qu'il avait vomi, puis il va revomir juste, enfin 2 fois juste après la sortie de ce ravitaillement. Donc ouais là c'est ok, il a une belle avance et tout, il a encore un bon rythme, mais bon je me dis ça fait peut-être un petit moment qu'il n'y a pas trop d'énergie qui passe et pour illustrer ça entre Chaponneau et l'arrivée, donc il y a 14 km, il s'est contenté de boire 3 gorgées d'eau, donc voilà, forcément énergétiquement c'était quand même très très dur à l'arrivée, et puis ceux qui ont eu les images, il était quand même dans le dur à l'arrivée. Donc voilà, c'était temps que ça se termine et si on peut imager ça, il a un peu fini sur la réserve si on prend l'image d'un véhicule thermique. Ouais, donc du coup, bon, t'as parlé de la course de Sylvain. On a vu un Antoine Charvolet, un Benjamin Paulin très offensif dès le début, un Virgile Morizet qui finalement est le seul des trois à avoir tenu sur la fin puisqu'il fait deuxième à seulement 3 minutes de Sylvain. Mais effectivement, Benjamin et Antoine qui ont complètement explosé en vol, qui ont un peu trop joué. Ils l'ont dit sur leur réseau tous les deux a posteriori qu'ils avaient peut-être un peu trop joué. Moi, je m'attendais quand même à ce que Benjamin fasse. Antoine, on le connaît un petit peu, on sait qu'il aime partir vite. Là, il avait annoncé qu'il voulait prendre des risques. Je pensais que Benjamin serait un poil plus prudent. On voit qu'il a quand même tout de suite pris ses responsabilités. Quand on les voit passer tous les deux à Sainte-Catherine, là, au bout de 30 km, les allures, elles sont impressionnantes. Et en termes d'impression, Sylvain, on le voyait beaucoup plus serein. On voyait qu'il n'était pas encore rentré totalement dans le fight et dans sa course, contrairement aux autres. Et finalement, ça a payé. Et juste avant qu'on vous fasse écouter Sylvain sur son retour, peut-être un petit mot sur Virgile Morisset qui avait fait quatrième l'an dernier, qui est en pleine progression, deuxième au 90 du Mont Blanc, qui montre aussi qu'on peut être très performant sur des formats montagneux et aussi des formats beaucoup plus roulants. C'était peut-être lui quand même la grosse cote de cette course. Ouais, bah clairement, moi il y a un coureur qui on n'a pas trop vu que j'attendais un peu plus haut sur la course, donc il finit au sixième, je crois, c'est Hugo Deck. Ouais. Mais bon, qui était avec Sylvain en début de course. Il y avait un groupe, je crois, de 7-8 coureurs qui s'est détaché assez rapidement. C'est parti très vite, comme tu l'as dit. Lui, Sylvain, il était vraiment dans sa gestion de course, un peu en retrait, notamment à un moment avec Hugo Deck et un ancien vainqueur, André Simon, qui a arrêté assez rapidement. Mais oui, c'est parti très vite et ouais, Virgile était très solide. Après, sur les impressions visuelles, faut se méfier un petit peu parce que Sylvain, il donne l'impression aussi d'être beaucoup Oui. au contrôle parce qu'il est grand, il a moins de fréquence qu'un coureur comme Benjamin Paulin, qui est un peu plus petit et tout. Donc c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'il y en a un qui est plus en train de, entre guillemets, tartiner, d'en mettre et l'autre qui est plus en contrôle. Mais c'est avant tout aussi parce qu'ils n'ont pas quand même tout à fait le même style. Mais ouais, sur la gestion de course, c'est vrai que Benjamin Paulin, moi de l'extérieur, je me serais dit, bon, enfin, si je m'étais mis dans sa peau, je me serais dit, ok, c'est quoi ma grosse qualité? C'est sûrement qu'avec le vécu que j'ai, dans les 30 derniers relativement roulants, il y a quand même des chances que je sois le plus fort parce que voilà, si on revient rapidement sur les qualités, par exemple, avec un coureur comme Sylvain, il est peut-être un tout petit peu moins rapide en étant frais, mais pas de beaucoup, hein. Juste pour rappel, au dernier championnat de France de cross, ils ont fini 17e pour Sylvain, 21e pour Benjamin Paulin. Donc c'est quand même des niveaux, on va dire, sur du court qui sont très proches. Et, et donc se dire, avec son vécu du 100 km, cette capacité à maintenir les allures dans le temps, bah, qu'il aurait peut-être trouvé plus un terrain pour lui dans ces 30 derniers kilomètres. Et c'est vrai que s'il avait été pas très loin, vu la fin de course notamment de Sylvain, il aurait sans doute pu revenir. Après, visiblement, je ne sais pas si c'est un manque de prépa spécifique. Je crois qu'il fait pas beaucoup de renfort, mais il a eu un peu une sorte de, pas si Théo me reprendra, mais un peu une sorte de blocage un peu mécanique au niveau des hanches, du bassin, et il arrivait vraiment plus à courir quoi d'un coup, et ça s'est un peu verrouillé d'un coup dans une montée vers le kilomètre 50, je pense par là, et c'est vrai que il s'est
d'un coup en montée, il pouvait plus courir et même après, il n'arrivait plus à relancer. Donc, ouais, est-ce qu'il était parti trop vite ou c'est juste un peu un problème mécanique qui l'a arrêté? Ça, c'est dur à dire. Bon, en tout cas, du coup, victoire de Sylvain Cachard dans un chrono de 5h36. Donc le parcours, on l'avait annoncé un peu plus rapide que l'an dernier. Et la preuve en est, même si au niveau de la densité sur le top 10, j'ai pas trouvé des chronos si exceptionnels que ça. Malgré des conditions hyper clémentes, comme tu nous l'as dit. Virgile Morizet qui sort une énorme course, seulement 3 minutes derrière Sylvain en 5h39. Et puis la belle surprise aussi, Pierre de Fontaine, troisième en 5h52, que peu de monde, je pense, attendait, mais sur des formats très roulants comme la Saint-Élion, c'est vraiment là où c'est un peu son terrain d'expression. Il avait réalisé des Templiers où il était pas très content. Il avait fait je crois un petit top 15. Donc c'est cool de voir Pierre de Fontaine à ce niveau-là sur la Saint-Élion. Et chez les femmes, bon, malheureusement on va pas trop en parler parce qu'il n'y a pas une énorme fight et il n'y a pas énormément de choses à dire sur la course des femmes, même si on peut saluer la très belle victoire et le très beau chrono de d'Adeline Martin qui avait après avoir terminé deuxième l'an passé, qui l'emporte devant Sarah Rouquier qu'on connaissait pas, qui est plutôt elle une routarde, qui du coup pour sa première sur la Saint-Élion a réalisé une très belle performance. Et c'est Diane Racineux du Team Aziz qui complète le podium. On va pouvoir passer à la petite réaction de Sylvain. Là, on allait lui poser quelques petites questions. Malheureusement, il pouvait pas être avec nous, donc il nous a laissé des petites vocaux. Il revient avec nous justement sur pourquoi il a choisi cette course en particulier, l'impact aussi qu'a pu avoir la reconnaissance du parcours sur sa perf, comment il a structuré son entraînement avec toi Nico, et tu nous en diras un petit peu plus aussi. Est-ce qu'il a trouvé ça long, lui qui n'avait jamais réalisé en course plus de 50 km? Et puis est-ce qu'il reviendra pour défendre sa couronne? On vous laisse avec Sylvain et on se retrouve juste après. Les vocaux de Sylvain. Bon, pour commencer d'abord, félicitations Sylvain, et première question, pourquoi avoir choisi de faire cette course? Et puis, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Qu'est-ce que ça représente pour toi de remporter une des courses les plus emblématiques de France? Beaucoup de raisons d'avoir fait cette course finalement. La première, c'était véridique, c'est que en allant repérer le mondial, je me suis arrêté 2 ou 3 jours chez mon oncle et ma tante à Perpignan. Je m'entraînais sous 40 degrés. Et j'ai réfléchi un peu à ma fin de saison aussi, l'après-mondial, pour pas rester sur le mondial, puis plus rien, néant. Je voulais un peu avoir de quoi me projeter, de la matière pour me projeter. Et j'ai pensé à Saint-Élion, je me suis dit, ouais, mais là, je vais trop courir dans le froid. Et bon, et après, je me suis dit, bon, Sylvain, c'est un coup de tête, on va voir. Puis en fait, ça a mûri dans ma tête et je me suis dit, bah, en vrai, ça me donnera l'occasion de recourir un peu vite après le mondial, parce qu'après avoir fait un mondial comme ça, toute une prépa avec un France aussi en haute altitude, des bâtons, on a envie de courir, quoi, de varier un peu. Ça me donnera l'occasion aussi de couper plus tard dans la saison, donc de chambouler un peu ma fin de saison plus classique, où normalement en novembre on coupe et en décembre on s'entraîne, de passer des fêtes de famille plus tranquilles aussi. C'est vrai que c'est toujours compliqué hein, quand on doit partir s'entraîner 3 heures, 4 heures et qu'il y a toute la famille à table. Moi, c'est des moments qui sont compliqués, quoi. J'ai pas envie de... Enfin, c'est là où j'ai le moins envie d'aller m'entraîner de toute l'année. En plus, c'est mon anniversaire le 25 décembre. Ensuite, il y avait la raison aussi un peu affective. Je suis allé encourager mes parents il y a 2 ans sur la Saint-Élion et j'ai passé mon enfance, mon adolescence et même jusqu'à il y a pas longtemps à encourager mes parents sur leur défi fou. Et pour moi, ça me semblait vraiment un futur très lointain. Et donc là, de me dire en fait c'était qu'il y a 2 ans, donc c'était cool. Le fait qu'on soit allé à l'INSA avec le maths, c'est vrai qu'on a des bons souvenirs à Lyon. Et puis après, il y avait le côté sportif tout simplement. La Saint-Élion, c'est une grande classique. C'est vrai que moi, pour l'instant, je suis un profil de coureur où j'ai pas encore le niveau de gagner des grandes courses internationales, un championnat du monde, une OCC. C'est ce pourquoi je m'entraîne tous les jours et j'espère qu'un jour j'y arriverai. Mais voilà, donc le savoir gagner, je pense que c'est important, faut le cultiver et donc faut pas que ça va peut-être mes travers parfois de faire que des courses ultra relevées où j'étais super content de mes performances, où j'étais capable de me donner à 100% dans un contexte très relevé sans jouer forcément devant. Mais je trouve que c'est aussi très important de savoir gagner parce que le jour, la fenêtre de tir que j'aurai, ou peut-être, et je l'espère, je l'aurai un jour, ça se trouve, je l'aurai pas, où je serai en capacité de gagner une grande course internationale, si j'ai pas eu un peu ces expériences en stratégie, mentalement aussi, hein, d'être chassé, c'est très compliqué. C'est peut-être, je passerai peut-être à travers de grandes victoires que sinon que j'aurais pu aller chercher. Et puis, c'est sûr que 71e édition, hein, moi je suis quand même attaché à l'histoire du trail, hein, avec mes participations à Sierzinal, bien sûr, toute ma culture course en montagne.
Donc c'est quelque chose qui parle et ça me fait juste très très plaisir de l'avoir remporté. Est-ce que tu peux nous raconter ta course? Est-ce que toi, tu as ressenti ça comme une course vraiment longue? C'était sur le papier, en termes de kilomètres, la plus grande distance que tu fait en trail, mais au final, c'était quand même assez proche du temps des mondiaux trail court que tu as fait il y a quelques mois, et même plus court que ce que tu as fait à Snowdonia ou même une OCC. Est-ce que tu peux nous raconter ta course? C'est vrai que quand tu restes dans le match d'une course, en règle générale, en tout cas de mon expérience, la course passe assez vite. C'est vraiment quand, personnellement, moi, je sors complètement de ma course, que je craque mentalement, on va dire, parce qu'il y a une défaillance physique, donc on craque mentalement, ou alors, tout simplement, on craque mentalement parce qu'on est fatigué, il y a un résidu de fatigue, on a mal géré la prépa, on n'a pas vraiment envie ou quoi. Là, on commence à regarder le chrono, et là, c'est long. Mais là, du coup, c'était pas du tout le cas. J'ai toujours été, on va dire, il y a eu 3 phases de course. Une première entre le départ et Sainte-Catherine, donc au kilomètre 35, où là, c'était vraiment une course centrée sur moi, une course toute en sérénité. Puis j'avais quand même assez confiance, que je voyais toujours, je me risquais toujours un regard un peu au loin, et je voyais toujours le groupe de tête. Et moi, j'étais vraiment dans mes datas, à savoir 340, 345 à plat et 380 à 390 watts en bosse, on va dire. Et je les voyais, et je savais que moi, j'avais une allure, en fait, où je pouvais la tenir, celle-là, ou en tout cas, je pouvais la tenir le plus longtemps possible, et que devant, s'ils allaient plus vite, c'est juste qu'ils étaient plus forts, parce que moi, je pouvais pas aller plus vite. Donc cette première partie de course était elle n'était pas du tout monotone. J'ai eu un petit passage à vide où j'ai eu sommeil entre Saint-Christo et Sainte-Catherine, 4-5 km, où là mes pulses s'emballaient un peu pour les mêmes watts en montée et tout. Donc là j'ai préféré un peu calmer le jeu. Donc en tout cas cette première partie elle est passée très vite. Il y a une deuxième partie un peu plus de course, on va dire, entre Sainte-Catherine et un peu avant Soucieux. Là c'est là où je rattrape, donc j'étais quatrième à Sainte-Catherine, et je rattrape Virgile, puis Antoine, puis Benjamin. Benjamin me donne un peu plus de fil à retordre, hein, parce qu'il était vraiment costaud, mais c'est vrai que quand je l'ai rattrapé, je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais il a directement lâché. Et ensuite, du 50e au 80e, hein, c'était vraiment, vraiment dur. J'ai eu quelques problèmes pour m'alimenter. Je pense que j'ai un peu mal géré mon plan nutritionnel, peut-être pas assez bu par rapport à la quantité, pas assez bu parce qu'il faisait plutôt froid par rapport à la quantité que j'ai mangé, et du coup ça fait un peu une surcharge de mon estomac, donc j'ai eu quand même quelques renvois. Donc ça a donné la fin de course, ça a rendu la fin de course très compliquée et très dure et très longue, dans le sens où c'était très dur, mais pas très longue dans le sens je me fais chier quand on arrive, quoi. Comment vous avez structuré l'entraînement pour le transfert des qualités après les mondiaux très montagneux vers du plus roulant en fin de saison, avec d'abord une belle réussite rapide sur les COS, puis cette masterclass sur la Saint-Élion? Quelles qualités t'ont permis de faire la différence selon toi? C'est vrai que c'était un challenge, hein, et c'était ça qui était intéressant de faire cette course. En tout cas, une des choses pour lesquelles c'est intéressant de faire cette course, c'est de vraiment voir à quel point on peut réussir à transférer des capacités quand même qu'on a développées durant toute la saison sur des parcours très très montagneux en altitude, avec même moi l'intégration des bâtons qui était quelque chose de nouvel et tout pour moi, sur un format très très roulant. C'est sûr que pour moi il y a quatre piliers dans l'entraînement vraiment. Il y a le pilier physiologique, le pilier métabolique, le pilier musculaire, il y en a 5, pardon. Le pilier énergétique et puis le pilier mental. Tout ce qui était énergétique, métabolique, physiologique, pour moi, il n'y avait pas besoin de transférer. En gros, c'est les mêmes choses. En fait, ce qu'il faut vraiment transférer, c'est les capacités périphériques, on va dire. Donc tout ce qui est biomécanique, musculaire, et puis le côté mental, c'est-à-dire plus aborder le truc en mode une montée puis une descente, plus compter en mètres de dénivelé, mais voilà, plus se switcher en mode un peu routard, on va dire, le nombre de kilomètres. Pas dire ah bah il y a une montée et ensuite on va pouvoir se reposer dans la descente, parce que ça n'existe pas, ça, sur la Saint-Élion. Donc ouais, il y avait quand même tout ce travail mental en amont. J'ai beaucoup bossé avec ma prépa mentale là-dessus, notamment il y a 2 choses qui m'ont beaucoup aidé. La première, c'est elle a eu l'idée, comme c'était dans la nuit, pour rompre la monotonie, de demander à tous mes proches de faire des petits enregistrements vocaux et de me les passer avec mes musiques, parce que j'avais la musique aussi pendant la nuit. Et ça, c'est vrai que l'anecdote où au moment où je rattrape Benjamin Paulin, c'était un message de ma mère. C'est vrai que j'avais quasiment les larmes aux yeux, et qui me disait avoir confiance en moi et tout. Et c'était quelque chose de à la fois super fort à vivre, et à la fois qui me permettait parfois de me distraire un peu, de penser à autre chose, et d'avoir confiance en moi, et de savoir que finalement, quelle que soit la perf que je faisais, ça allait pas changer mes potes, ma famille ou quoi. Donc c'était super important. Et après, il y avait tout le travail, bien sûr, d'entraînement qu'on a fait avec Nico. Ça, je pense qu'il pourra peut-être développer par rapport à moi, mais en gros, c'était vraiment être capable musculairement d'encaisser le travail sur fatigue à plat. C'est vraiment quelque chose d'autre. Le travail sur fatigue sur les
sur les parcours très montagneux, c'est quand même beaucoup les quadris, plutôt les chaînes antérieures. À plat, c'est les chaînes post, hein, c'est mollet et surtout ischio. Donc pour ça, alors, il y a déjà mes nombreuses années d'athlétisme, minime, cadet, junior, puis le fait que je reviens toujours un peu faire du travail un peu rapide, entre guillemets, en cross ou peut-être parfois sur la route l'hiver, qui m'ont permis de faire une transition quand même assez smooth. C'est pour ça que quand même au marathon d'Écosse, la surcompensation du mondial m'a bien aidé, mais aussi c'est quand même vite rentré dans l'ordre le fait de courir vite, pas trop de tension musculaire. Je sens que mon corps il est quand même assez habitué à faire ça, il a des bons restes. Et ensuite, on a vraiment travaillé sur de l'allure spé, tout simplement de l'allure spé, du travail sur fatigue intermédiaire, c'est ce qu'on a fait toute cette année. C'est mon gros point faible hein, pour l'instant, c'est pas être en capacité de produire une allure maximale aérobie, on va dire. C'est être capable d'utiliser une plus haute fraction de cette allure pendant le plus longtemps possible. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que je mette en place et que je commence à mettre en place hein, finalement, parce que c'est bien passé. Mais donc on a beaucoup bossé la durabilité à plat. Une séance clé, moi que j'ai en tête, hein, c'était 1h45 en trail et puis derrière enchaîner avec 7 fois 1 minute à VMA, 5 minutes vers 3h30. Vous aviez fait une reconnaissance du parcours avec Nico, on en avait parlé dans le podcast, tu connaissais pas le parcours, pas trop l'effort de nuit. Tu peux nous rappeler comment vous aviez organisé ça pour en profiter au maximum de cette reconnaissance, à quel point ça t'a aidé d'aller sur le terrain pour prendre des repères, planifier des temps de passage? Ouais, la reco, c'était vraiment cool. C'est vrai que depuis le mondial, alors j'avais l'habitude d'aller faire des recos, mais là depuis que je suis pro complètement, que je travaille plus, que je n'ai plus un travail dans un bureau en tant qu'ingénieur, mais uniquement en tant que coureur, j'essaie de faire les choses vraiment du mieux possible. Et je me suis rendu compte que les recos, pour moi, c'était idéal de les situer entre la prépa générale et la prépa spé. C'est-à-dire, en gros, on va dire entre 3 et 5 semaines avant l'objectif. Ça me permet à la fois de faire des ancrages mentaux. Après, pendant l'entraînement spé, comme ça, je pourrais me repasser certains bouts du parcours en tête pour vraiment me projeter au maximum dans la course. Et à la fois savoir exactement les parcours qu'il va falloir que je vise sur l'entraînement spé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes autour du parcours de la Saint-Élion. Il change aussi chaque année, donc c'était super important d'aller le voir. On y allait sur 3 jours. On a fait les 40 premiers kills donc j'y suis allé avec Nico et puis mon cousin et un pote à lui qui faisait le Lyon-Saint-Élion. C'était chouette déjà, ça c'est une base des recos, c'est créer des bons souvenirs. Pour créer des bons souvenirs, faut être bien entouré, faut partager parce que pendant la course ça sera dur. Faudra pas penser à putain là c'est vrai, il y avait ce mec qui me fait chier ou faut juste penser aux trucs qui étaient bien et donc moi j'étais sûr entouré comme ça qu'on avait passé un bon moment et donc ça pour moi c'est vraiment la base d'une reco. Et après, au niveau logistique, on a fait les 40 premiers kills le premier jour, en partant à 16h30 de Saint-Etienne. Donc, on a dû courir 2h30 de nuit, un truc comme ça. Et ensuite, les 2 autres jours, on n'a pas couru de nuit. On a fait entre Saint-Christo-en-Jarret et entre Saint-Genoux et. Enfin, de Saint-Christo-en-Jarret jusqu'à 5 km après Saint-Genoux, le deuxième jour. Et là, c'était sur fatigue avec en gros toutes les bosses au seuil et le reste, plus ou moins intention Saint-Élion. Et ensuite, le dernier jour, on a fait tranquille de là où on s'était arrêté, donc 5 km entre Saint-Genoux et Soucieux jusqu'à l'arrivée. Donc ça nous a fait un bloc de travail d'à peu près 100 km, parce que j'avais fait muscu le matin avant qu'on parte. On a fait un bloc de travail à peu près d'une centaine de kilomètres, un peu plus en 3 jours. Donc c'était idéalement positionné. C'est peut-être là où c'était le plus sur le fil. Je sentais que mon corps n'était pas encore trop habitué à courir à plat, etc. J'avais un peu des tensions à droite, à gauche. Et c'est là où j'ai été le plus sur le fil de toute la prépa, je pense. Première participation, première victoire, c'est fait et c'est plus à faire? Ou alors est-ce que t'as aimé et on t'y reverra? Ouais, c'est vrai que c'est un scénario idéal. Hein. Moi, bien sûr, j'espérais un peu au fond de moi, comme tout compétiteur, quand on s'aligne sur une ligne de départ, de gagner. Mais c'était vraiment pas ma priorité, entre guillemets, en tout cas sur la première moitié de course. C'était vraiment... Bien sûr, je vais me donner à 100% et je vais pas laisser les autres devant si je peux aller les chercher. Mais en tout cas, c'est vrai que, cette course, elle me faisait rêver plus par le challenge que par la course en elle-même. C'est une course emblématique aussi. Enfin, ça fait méga plaisir d'y avoir participé, encore plus plaisir de l'avoir gagné. Mais c'est pas une course où je me dis, ouais, chaque année je vais y aller. Déjà parce qu'en fait, 80 km, peut-être que je sais pas, parce que je suis pas encore habitué, mais on se rend pas compte l'investissement physique bien sûr, mais mental qu'il faut derrière pour s'en remettre. C'est aussi très tard dans la saison et moi ça a été dur hein, quand même l'affûtage les 2 semaines d'avant, il commençait à y avoir des bonnes conditions de ski puis bon, moi il fallait juste que je me repose donc voilà, c'est pas quelque chose que je ferai chaque année on va dire. Puis les programmes avec les mondiaux 2027 fin de saison, 2026 j'aimerais bien du coup aller vers Cape Town pour repérer tout ça, donc voilà ça fait
ça fait quand même peu d'occasions pour y aller. C'est d'ailleurs pour ça que je suis allé cette année. Mais en tout cas, j'y retournerai peut-être, sûrement, mais pas en prévu à l'avance. Je pense que les courses de fin de saison faut vraiment le faire en fonction de la sensation, de l'envie, etc. Mais en tout cas, c'est une sacrée belle aventure. Et honnêtement, je l'avais sous-estimé. C'est vraiment une belle course. On voit que tu allonges un petit peu le kilométrage sur les courses cette saison. C'est une tendance qui va se confirmer la saison prochaine et sur les suivantes. Est-ce que tu peux nous dévoiler quelques projets de 2026 ou même après? Oui, c'est sûr. Hein, enfin, c'est une tendance qui va se confirmer. Hein, c'est dans mes ambitions, c'est dans mes envies aussi. Hein, de 2016, mes premières sélections en junior jusqu'à 2022 où j'ai été champion d'Europe, je voulais vraiment me focaliser sur la course en montagne. Ensuite, il y a eu vraiment cette période 2022-2023 où là, j'ai vraiment voulu me perfectionner un peu enfin, switcher sur du 2-3 heures d'effort avec un Sierzinal. Et puis depuis 2024, hein, j'ai vraiment à cœur d'aller chercher des formats comme, enfin en tout cas, ce que je peux donner de mieux sur un mondial de trail court, sur une OCC. Donc c'est sûr que ça passe par allonger un peu les distances et puis même voilà ça c'est à court terme mais à moyen terme faire une CCC voilà puis même plus tard aller sur du long, c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie de tendre, tout simplement parce qu'en fait moi je suis passionné, je suis amoureux de ce sport-là. Tu me dis d'aller faire de la course à pied en général, mais encore plus du trail, de la course en montagne, quoi, de la course outdoor. Tu me dis d'aller faire, je sais pas, une course en montagne d'1 heure ou de courir toute la nuit. En fait, oui, je serais peut-être plus ou moins bon à ce stade de ma carrière sur un truc que sur l'autre, mais en tout cas, tout me fait rêver. Donc, à partir de ce moment-là, bah, j'essaie juste de construire ma carrière pour que ça ait le plus de sens d'un point de vue physique et d'un point de vue performance, surtout que je puisse vraiment m'exprimer à 100% au moins un moment de ma carrière, me dire j'ai réussi à m'exprimer à 100% sur chacun de ces formats. Et pour l'instant, bah, je suis content. Ça se déroule comme j'ai envie que ça se déroule. Il y a des moments on doute, c'est normal. Et puis bah, les moments comme dans la nuit de samedi à dimanche, ça remet un peu en confiance, donc c'est cool. Et pour 2026, bah, le gros objectif de l'année, hein, ça va être l'OCC. Et puis j'ai pour envie d'aller découvrir le 80 km des Templiers aussi. Et j'irai sur la fin de saison à Cape Town pour repérer un peu le terrain de jeu du Mondial 2027. Après, j'ai une belle course que j'ai jamais faite, une classique. Je ferai pas ni les France ni les Europes parce que pour moi, c'est vraiment top que les mondials soient tous les 2 ans. Ça me permet de focaliser une année sur le mondial et une autre d'avoir le temps de faire des belles classiques. Donc voilà, j'ai pour envie de faire une très belle classique du calendrier en début de saison, mais bon, comme sur les autres podcasts, je préfère pas trop en parler parce que j'ai pas encore ni mis de mail à l'orga, ni prévenu trop personne. Donc voilà, autant faire les choses dans l'ordre. Les vocaux de Sylvain! Nico, peut-être revenir un petit peu plus en détail rapidement sur le transfert qui a été réalisé depuis entre les mondiaux et la Saint-Élion, des formats bien différents, et peut-être aussi comment t'as aidé Sylvain à appréhender un peu la distance qui était inconnue pour lui. Ouais, bah, d'abord, remercier un petit peu tout le staff qui travaille autour de Sylvain, parce que je suis pas tout seul. Il y a aussi Gauthier, le cofondateur de CAP, qui l'accompagne sur la prep physique. Et puis, il a un kiné en présentiel, Simon Hatton, sur Grenoble. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est vrai que sur cette période-là, Sylvain, ça allait plutôt bien physiquement. Donc, c'était un peu plus la main, on va dire, à l'entraînement pur. Alors qu'il y a des moments de la saison où, voilà, on a plus laissé gérer la charge à nos kinés parce qu'il y avait quelques petits bobos physiques en début de saison. Non, pour revenir sur la course, ben, c'est vrai que je pense que ma plus-value peut-être parfois d'entraîneur par rapport à d'autres, c'est que j'ai un vécu de haut niveau et notamment des courses françaises parce que je les ai plus ou moins tous faites. Donc c'est vrai que ça donne une bonne vision de quelles sont les qualités à avoir. Quels sont le travail à faire en fonction du profil de Sylvain. On va dire que ça a commencé vraiment en post-mondial, donc il revient là-dessus, hein, mais en gros c'était très montagneux tout son milieu de saison, et là ça revient sur des qualités qu'il a naturellement, hein, courir plutôt vite sur le plat, mais d'autres qualités qu'il a pas encore, j'oserais dire, c'est forcément cette durabilité. On a pu le voir au championnat du monde sur la fin où ça a été un petit peu difficile. Donc l'objectif vraiment, c'était en gros comment il est suffisamment solide pour, je dirais pas accélérer, mais ne pas trop ralentir dans les 30 derniers qui sont très roulants et où on sait qu'on peut perdre beaucoup de temps si on explose. Donc le travail, c'est beaucoup axé là-dessus. Travail globalement sur du terrain roulant, hein.
passé de ces semaines qui faisaient plutôt 7000 mètres de dénivelé positif quand il préparait les mondiaux à des semaines à 4000, 4005, 5000. Sans aller dans une bigorexie de kilométrage non plus, puisque ces grosses semaines, c'était 130, 140. Je pas regarder le détail, mais je dirais qu'on n'a jamais dépassé 150. Avant tout parce que mécaniquement, Sylvain aujourd'hui est sur la limite haute de sa tolérance quand il est sur ce volume kilométrique-là, surtout que bah, le but, c'est pas juste de faire des kilomètres, hein, c'est d'avoir une logique d'entraînement. Donc, quand on a fait la reco notamment, bah, c'est 100 kilomètres sur 3 jours, donc ça représente quand même une charge mécanique assez importante et beaucoup de travail proche de l'allure supposée de la Saint-Élion. Donc, en gros, c'est courir à 16, 17 avec deux séances. On peut revenir rapidement. Je crois que Sylvain en évoque une ou une pré-fatigue en rando course et puis derrière une sorte de shuttling un petit peu qui s'appuie sur ceux qui connaissent la séance Riménez un petit peu. Donc on fait 1 minute sur le haut du spectre d'intensité, puis après 4 minutes de récup vers le seuil 1. Je lui avais mis seulement entre guillemets 7 fois ce bloc de 1 minute, 4 minutes parce que c'était le début de la prépa. Et puis la dernière grosse séance P à 15 jours où il est venu chez moi pour courir sur un terrain bah, que je connais très bien, qui me permettait d'avoir tracé un parcours qui était vraiment très similaire à ce qu'on retrouve à la Saint-Élion, des bosses pas trop longues, des alternances de chemins, de petits sentiers, de parties goudronnées. Et c'est vrai que là, il a fait 2 heures à l'allure, dont un dernier quart d'heure un peu poussé. Et là, bon, moi j'ai un peu du mal aujourd'hui à juger le niveau parce que j'ai régressé, mais c'est vrai que juste j'avais fait une boucle avec lui et là je m'étais quand même dit, vu les allures, bah il sera dans le match et effectivement il était bien donc voilà. Et puis après la reco qui a été je pense très très pertinente parce que c'est une course qui est quand même assez monotone et c'est vrai que le fait de savoir à quoi s'attendre, de pouvoir aussi se préparer en amont mentalement sur ce qui nous attend, c'est un vrai plus. Mathieu, toi qui connais bien Sylvain, t'es copain avec lui depuis des années et tu as partagé de nombreux entraînements avec lui, notamment la prépa pour les mondiaux. Est-ce que ça t'a donné envie de participer à la course, de voir un copain comme ça remporter cette course-là? Bref, pas spécialement, mais ouais, je suis passé voir Sylvain le week-end avant sa course et il était déjà quand même très concentré. J'ai trouvé qu'il était bien dans sa bulle, il mettait tout en place pour que ça paye. Il avait déjà cette famille autour de lui qui allait lui servir d'équipe pour faire son staff et sa com autour de la course. Et ouais, j'ai trouvé que c'était quand même, je trouvais qu'il était quand même très en confiance malgré le fait qu'il ait un peu d'appréhension de faire une si longue distance. Je pense qu'il s'est bien donné les moyens et puis du coup, j'ai quand même un petit peu suivi la course jusqu'à assez tard dans la nuit et je voyais enfin, j'avais l'impression quand même de ce que je voyais qu'il était relativement en contrôle. Et c'est sûr que c'était cool de voir à mon réveil qu'il avait pu s'imposer. Franchement, cette vidéo d'arrivée avec les émotions de Sylvain, c'est quelqu'un qui est assez expressif et il arrive bien à partager ses émotions. Et moi, j'ai trop kiffé voir ça. Ça me fait trop plaisir de le voir s'imposer et finir en beauté sa seconde partie de saison qui a été vraiment belle. Bon, on aurait adoré voir un fight avec Thomas Cardin qui malheureusement n'a pas pris le départ du 80 km mais qui a quand même décidé de participer à l'événement et qui s'est inscrit un peu en dernière minute sur la Sainte Express qu'il a d'ailleurs remporté. J'ai vu les allures de départ. Bah, il disait qu'il n'était pas très en forme forcément, mais quand on voit les VAP sur Strava pour ceux qui s'intéressent, c'est c'est juste délirant. Je Donc te coupe juste une ouais. anecdote. Sylvain revient dans les vocaux sur ce qu'on avait fait pendant la reco et notamment le deuxième jour où on avait fait une partie spécifique de la course avec les boss seuil 2 pour Sylvain. Et donc j'étais là et j'étais dans cette boss là, qu'on appelle Brûle-Fer, qui est située après Sainte-Catherine et donc qui est la première boss de la course pour la Saint-Express. Et Sylvain était monté vite et j'avais été incapable de suivre et je crois qu'il m'a mis quasiment 1 minute dans la montée. Et là, j'ai vu que sur le segment Strava, Thomas avait abaissé le temps de 17-18 secondes sur 6 minutes 45, je crois, de Sylvain. Là, je me suis dit, ça a été vraiment n'importe quoi ce départ. Et j'ai fait durant la course là, une partie de la montée avec Romain Discher qui était en relais, qui du coup était le premier coureur sur le parcours de la Saint-Élion, puisqu'on le rappelle, les relais à 4 courent en même temps. Et lui est monté dans les temps de Sylvain. Et donc, vraiment, un départ de course un peu de fou furieux de Thomas Cardin, qui, je crois d'ailleurs, a fini un petit peu dans le dur, parce que je pense qu'il est parti avec beaucoup d'enthousiasme dans ses premiers kilomètres. Ouais. Bah du coup sur la Saint-Express, donc c'est le format 40 km de la Saint-Élion. On a vu aussi la très belle victoire d'Anaïs Guillot
chez les femmes. Et puis comme tu l'as dit, on avait des beaux relais. Alors il y a jamais beaucoup de densité, mais là on avait quand même des équipes assez intéressantes, notamment l'équipe. On le sait, la Saint-Élion, c'est sponsorisé par ASICS, et du coup chaque année il y a quand même pas mal d'athlètes ASICS qui viennent prendre le départ, et pour ceux qui n'ont pas envie de se remettre des courses un peu plus longues, c'est toujours sympa de pouvoir participer au relais. Il y avait une équipe avec Benjamin Roubiol, Romain Discher, Thibert Debizet et Manu Messa, donc qui a forcément atomisé la concurrence, et qui a couru un tout petit peu plus de 5 heures sur la distance. Donc voilà, ça relègue entre guillemets Sylvain à une demi-heure, ce qui en soi n'est pas si énorme quand on voit le talent et de ceux qui ont fait le relais à 4. D'autres résultats marquants, les amis, sur ce week-end-là, sur la Saint-Élion, est-ce que vous avez retenu des petites choses? Non, il y avait beaucoup de courses à l'étranger, mais moi, rien qui me semble hyper pertinent à évoquer ici. Par contre, en revanche, j'ai noté la semaine dernière une petite annonce Mercato. Et là, on arrive en décembre, je pense qu'on peut relancer les rubriques Mercato. Et on a vu que Adrien Briffaut, celui qui avait fait parler la poudre au départ de Sierzinal en prenant les devants devant tout le contingent africain qui était là pour en découdre, et qui avait finalement pas tant pété que ça, puisqu'il avait terminé 4e à Sierzinal. Il vient d'annoncer la fin de sa carrière de haut niveau en triathlon, puisqu'il évoluait sur le circuit de WCTS, le circuit Coupe du Monde le plus relevé sur le format court en triathlon, pour se lancer sérieusement dans le trail. Donc on l'avait reçu dans l'épisode 27 pour échanger avec lui, comprendre plus en profondeur son profil, et donc on vous invite à aller découvrir ça. Et donc ça y est, la décision a été prise. On l'avait un petit peu évoqué, il avait pas de certitude à ce moment-là, et il semblerait, vu les commentaires sous son post Instagram, qu'il quitte Scott, son équipementier qu'il suivait en triathlon, pour se diriger vers une marque japonaise. Donc pour l'instant il n'y a pas de certitude, mais on semble qu'il y a cette petite info qui émerge. Japonaise, il n'y en a pas 50, mais il y en a 2, on va dire, dont une un peu plus connue que l'autre, quoi. Et qui est Voilà. partenaire de la course dont on parle depuis le début. Top sur les indices. Moi, juste, peut-être Nico, tu vas réagir après, mais moi, j'ai noté quand même la belle 11e place de Jocelyn Guillot, l'ancien nutritionniste du team Sidas Matrix, et qui bosse toujours dans le vélo avec la FDJ, si je dis pas de bêtises, et donc un ancien cycliste qui se met à la course à pied depuis quelques temps, et qui a réalisé une super course et un très beau chrono. Donc très content pour lui. Esteban Bringer aussi, le fils de Patrick Bringer, Nico, que tu connais bien, qui fait 9e, assez surprenant, lui qui faisait sa première course de plus de 20 km. Donc voilà, comme quoi les chiens ne font pas des chats. Et puis ouais, je m'étais noté Pierre de Fontaine, quand même. Je suis très content pour lui qu'il ait pu réaliser ce beau podium. Et puis juste aussi, je parlais du semi de Vénissieux tout à l'heure, on a pu assister au retour de Louise Serban-Pénois, qui après sa blessure au ligament croisé l'hiver dernier, faisait son grand retour avec un dossard, et elle a pu réaliser un beau petit chrono, loin de ses standards habituels, mais en tout cas ça faisait très plaisir de la revoir, et on va suivre de très près sa saison l'année prochaine. On est bon sur les actus ? Ouais, c'est tout bon. Allez, parfait. On va pouvoir passer à notre sujet décryptage du jour. Comme précisé dans le sommaire, on va s'intéresser aujourd'hui au développement du trail en Asie, de la Chine au Japon, en passant par Hong Kong, la Thaïlande ou le Vietnam. Le nombre d'événements dans cette région du monde ne cesse de croître, tout comme l'engouement des pratiquants locaux et des coureurs venus de l'étranger. Au-delà des pratiquants et des événements, c'est aussi les marques et les équipementiers asiatiques qui commencent à se faire une place dans le paysage mondial du trail. Outre les mastodontes ASICS ou Mizuno, c'est désormais Kailas ou encore Mount2Coast qui font énormément parler d'elles aujourd'hui et qui s'implantent sur le marché européen. Pour tenter d'en apprendre un peu plus sur ce sujet, on a la chance d'accueillir 2 personnes qui connaissent très bien cette région du monde. Aurore Dacier, athlète française au sein du Team Salomon International depuis 1 an, expatriée depuis 3 ans à Singapour après 3 années en Belgique où elle a découvert le trail, avant de s'entourer et commencer à performer sur des courses un peu partout en Asie, Thaïlande, Laos, Indonésie, Malaisie, Taïwan, Corée du Sud ou encore Hong Kong, où elle a notamment remporté le 100 km du Translanto by UTMB l'an dernier. Et puis Valentin Orange, photographe et vidéaste de métier, réalisateur de plusieurs documentaires de trail, notamment Contre la montre, qui raconte l'histoire de Perrine Falch sur le Thor des Glaciers, ou plus récemment Une vie de défi, qui raconte la vie de Sangue Sherpa. Valentin a débuté la course à pied en 2015 dans la capitale du Vietnam, un pays où il a vécu 8 ans et où il mettra son premier dossard en 2016 avant de participer à des grandes classiques thaïlandaises comme le Doi Intanon ou encore le Amazean Jungle Thailand by UTMB, où il terminera 3e en 2023. Une performance qui lui permettra d'intégrer le team international Kailas Phuga avant
de rentrer habiter en France du côté d'Annecy depuis début 2024. Présentation faite. Bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre indication. Vous avez des parcours assez variés qui vont être hyper complémentaires pour nos auditeurs et auditrices. Déjà, comment ça va et un petit décalage horaire, je crois que chez vous, on est plutôt sur l'après-midi, la fin de journée, non? Salut Alex, moi je vais essayer de parler Aurore, peut-être pour commencer, on peut faire honneur aux femmes. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Oui, ça va, il est 4 heures de l'après-midi, donc léger décalage, et merci d'avoir aligné les time zones, c'est apprécié. Merci beaucoup. Du coup, Aurore, t'es actuellement à Singapour. Valentin, t'es en Thaïlande. Valentin, raconte-nous un petit peu, parce que tu t'es revenu habiter en France, mais tu continues quand même à t'aventurer un peu dans les terres de l'Asie du Sud-Est. Raconte-nous un peu, c'est quoi ton actu actuellement? Ouais, salut tout le monde, j'ai oublié de saluer les autres participants du podcast. Alors moi je suis au Vietnam actuellement, je pars en Thaïlande demain. Là il est 15 heures et du coup oui je suis revenu m'installer en France l'année dernière en début d'année 2024 après avoir passé quasiment 10 ans en Asie et en fait je reviens régulièrement en Asie parce que déjà ma femme est vietnamienne et du coup j'ai la moitié de ma famille qui est en Asie, ma belle famille pardon, et puis je reviens aussi pour courir et puis retrouver un peu toute la communauté du trail. Alors, première petite question à tous les deux. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce qui vous a plu la première fois que vous avez mis un pied en Asie. Ça a été quoi un peu les premières impressions au-delà de la partie sportive et de la partie trail? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus une fois que vous êtes arrivé sur place, Aurore? Pour ma part, j'ai commencé avec des courses assez locales, donc bien loin des circuits UTMB, etc. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment ce sens de la communauté, mais aussi ce côté vraiment très très aventure, encore presque route, en tout cas sur certains trails que j'ai pu faire. Je pense notamment à un trail au Laos, où en fait c'est bien loin de ce qu'on connaît du trail en Europe, où on a quand même des sentiers qui sont assez propres, des sentiers de randonnée sur lesquels on est sûrement passé de nombreuses fois auparavant. En tout cas, dans la plupart des cas, ici, c'est vraiment des organisateurs qui vont la veille débroussailler des chemins qui en fait n'en sont pas. Et du coup, il y a vraiment un aspect, oui, très 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 aventure. On passe par des villages parfois ou par des portions de jungles qui n'ont pas vraiment été empruntées ou qui ne sont pas empruntées, où on arrive dans des villages aussi où les gens n'ont pas vraiment l'habitude de voir des coureurs arriver. Donc évidemment, c'est génial parce que on se sent très privilégié de voir ce genre de paysage, mais d'un autre côté, il faut faire attention aussi avec les populations locales de comment est-ce qu'on fait cohabiter tout le monde et le sport en général. Et par exemple, moi, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée en Asie, parce que je courais jamais au début, je courais sans montre. Je n'avais pas vraiment la marque sur ma montre. Et on me disait, bah, non, ici, il faut quand même que tu télécharges le GPX parce que c'est très possible qu'il n'y ait plus de marking au moment où toi tu passes, c'est très probable, ou bien que tu ne le vois pas trop, ou ce genre de choses. Donc, ne pense pas venir comme ça avec tout ce que tu connaissais d'auparavant, quoi. Valentin, tu partages un peu ce constat? Toi, tu connais quand même beaucoup plus la partie Asie du Sud-Est. Peut-être que Aurore apportera peut-être des différences avec l'Asie du Nord, si on peut appeler ça comme ça, plutôt la Chine et le Japon. Toi, tu partages un peu son constat? Alors, je rejoins complètement ce qu'a dit Aurore. C'est vrai que ici, en fait, le trail, les courses, ça permet de découvrir des endroits qu'on n'aurait pas forcément la possibilité de découvrir en dehors de la course, parce que ça nous permet d'accéder à des villages, à des vallées qui sont très isolées. Et pareil sur les parcours, les chemins. En fait, je connais pas mal des organisateurs de courses en Asie du Sud-Est, et en fait tous les ans c'est un nouveau challenge pour eux. Le parcours il est pas axé. Tous les ans il faut qu'ils reviennent checker les courses, les parcours, les chemins, parce qu'en fait ils disparaissent. Soit ils sont pas entretenus parce que du coup les locaux les utilisent pas, et du coup ils sont obligés de revenir avec la machette et puis débroussailler. Ou alors soit les locaux les utilisent parce que c'est des chemins qui sont pratiques pour accéder à des champs ou à des cultures. Et du coup là, la difficulté c'est de
c'est que au fur et à mesure des années, ils commencent à les bétonner, et donc du coup, il faut trouver d'autres chemins pour que le reste du trail. Mais ouais, enfin, de manière générale, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître en Europe. Les courses ici, c'est vraiment des aventures, euh, du fait du climat, mais aussi de la densité, voilà, de la jungle et de la forêt. Toi, Nico, en 2022, tu avais eu l'occasion de participer au championnat du monde qui avait eu lieu en Thaïlande. Qu'est-ce qui t'avait marqué sur place? Je sais pas si c'était la première fois que tu y allais, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu y allais? Ouais, j'étais déjà allé une fois en 2016 à Hong Kong. Donc les deux fois, ce qui m'a marqué, c'est quand même le climat qui est beaucoup plus humide que chez nous. En tout cas, un niveau d'humidité et des températures associées qu'on n'a pas l'habitude de connaître dans les climats tempérés comme chez nous. Alors, on a eu la chance, entre guillemets, là, lors des championnats du monde en Thaïlande, d'être sur la fin de la saison qu'on pourrait dire humide, donc une humidité qui était très forte les premiers jours où on est arrivé. On est arrivé une dizaine de jours avant les championnats et qui a été plutôt en baisse au fil des jours. Mais quelques petites anecdotes. Moi, la première reco qu'on a fait, là, un peu longue du parcours, qui faisait 3 heures, j'avais une EFC qui était autour de la valeur habituelle de mon seuil 1 dès que je me déplaçais, quoi. Et là, je me rappelle m'être dit, ouais, les 10 jours d'acclimatation, ça va pas être du luxe. Sinon, il y a une autre chose que je trouve particulière dans tout ce que racontent Aurore et Valentin, c'est l'hostilité quand même un peu des animaux qu'il y a dans la région, parce que nous, on a la chance de vivre en Europe, il y a pas beaucoup de dangers, entre guillemets, on va dire, en forêt. Et nous, la première reco, une partie du groupe des filles se perdent. Et je pense un peu par inconscience, elles coupent à travers la végétation. Donc, quand tu sais ce qu'il y a là-bas dans la forêt, bon, je ne serais pas aventuré. Elles en sont ressorties avec des sangsues accrochées aux jambes. Et moi, j'avais une peur, je me rappelle, le jour de la course, parce que je me sentais relativement bien. Donc, je me disais, peut-être des chances que je sois dans les premiers à passer sur le sentier. Et c'était de croiser un cobra royal, parce qu'il y a quand même ces animaux-là. Et je me disais, OK, s'il y a un cobra royal au milieu du sentier et que tu es sur le podium, qu'est-ce que tu fais, quoi? C'était un petit peu ma crainte, parce qu'on en avait, enfin, moi, j'en avais pas vu, mais certains en avaient vu en reco pendant les premiers jours où on était là-bas. Donc, j'aime pas trop les serpents, c'était un petit peu ma peur. Et c'est vrai que c'est un peu un des trucs qui me donne pas hyper envie d'aller faire du trail dans ces régions-là. Est-ce que vous avez un matos obligatoire particulier pour combattre les espèces si jamais Valentin Aurore? Ça arrive des fois Moi, d'être moi, ça confronté m'est à ça? arrivé surtout à l'entraînement. En fait, pendant les courses, bon, soit c'est parce qu'on est un peu trop focus sur notre course et on fait pas forcément attention à ce qui se passe autour, mais à l'entraînement, ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des serpents, et je déteste ça, et forcément, ça fait pas plaisir. Par contre, je me souviens d'une course, celle que tu as mentionnée tout à l'heure, Amazon Jungle by UTMB, qui porte très bien son nom. C'est vraiment dans la jungle. C'est à la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Et, euh, et en fait, on a entendu des bruits. Je me souviens que Gediminas Grenus, qui était en tête, m'a dit qu'il a eu des traces d'animaux. Il savait pas trop ce que c'était, mais ça faisait pas plaisir. Enfin, en tout cas, ça faisait un peu peur. Et alors, c'est vrai que moi, je me fais souvent cette remarque que quand on se retrouve en pleine jungle, on sait pas vraiment où on est, et en fait, on suit juste un balisage, et il y a que le balisage qui nous permet de nous dire qu'on est sur la bonne voie. Et parfois, il faut prendre un peu de recul, de se dire, OK, bon, bah, je fais confiance aux organisateurs, je suis le balisage, mais il faut surtout pas se perdre, parce que c'est vrai qu'on est quand même assez isolé, et puis voilà, il y a pas un système de secours comme on peut avoir dans les Alpes françaises, ou même l'accès à des hôpitaux est assez compliqué. Par contre, et je pense qu'Aurore va me rejoindre sur ce point-là, c'est qu'en Asie, bon, c'est très peuplé, et c'est très rare qu'on se retrouve vraiment tout seul. Il y a toujours, et d'ailleurs, ça donne des fois lieu à des situations un peu cocasses, c'est qu'on a l'impression d'être en pleine jungle, et puis sorti de nulle part, il y a une moto qui va sortir du chemin, et puis finalement, on peut acheter de l'eau dans le petit village d'à côté, et en fait, on n'est jamais vraiment tout seul. Là où parfois, en montagne, en France ou en Europe, on peut être vraiment très isolé. Ouais, c'est vrai. Et pour revenir sur les animaux sauvages, moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience. À l'entraînement, je tombe sur des serpents, mais ça me dérange moins. Je pense que honnêtement, la seule chose que j'ai vue, c'est des sangliers. Et pourtant, même en Europe, j'en avais jamais vu. Et je crois que je suis plus à l'aise à courir en Asie dans la jungle que d'aller
chez moi, dans le sud de la France, il y a des montagnes et il y a des patous partout. Et tu vois, j'ai plus peur des patous pour le coup que des serpents et des araignées en Asie. Et moi, je voulais revenir un petit peu sur la pratique du trail en Asie et comment c'est perçu. On l'a dit, le trail se démocratise dans toutes les régions du monde. Est-ce que Valentin, t'as un peu plus t'es arrivé un peu plus tôt que Aurore, t'auras peut-être plus de recul par rapport à ça, mais est-ce que tu as vu une grosse évolution par rapport à comment c'est perçu la pratique du trail là-bas? Est-ce que déjà c'est reconnu aussi socialement? Est-ce que c'est valorisant d'être trailer dans ces régions, dans cette région-là? Alors moi, si je prends l'exemple du Vietnam que je connais très bien, quand je suis arrivé en 2015, il y avait un seul trail qui s'appelle Vietnam Mountain Marathon, qui est un peu l'UTMB local. Enfin, c'est vraiment la plus grosse course du pays. Et c'était la seule course qu'il y avait dans l'année. Et la plupart des coureurs, c'était des étrangers. Et je me souviens qu'à l'époque, ils postaient même avant la course, on a 30% de Vietnamiens. Et ils étaient assez fiers tous les ans d'augmenter ce chiffre-là. Je crois que maintenant, on doit être à 90% de Vietnamiens et 10% d'étrangers. Et donc, à l'époque, courir, c'était vraiment... Enfin, c'était pas du tout démocratisé. Il y avait très peu de gens qui pratiquaient la course à pied et encore moins le trail. Alors que, à l'heure actuelle, rien que dans la ville d'Hanoï, il me semble qu'il y a 8 marathons dans l'année, avec plus de 10 000 participants, voire 20 000 pour certains. Et en fait, bon, la course à pied de manière générale a explosé. C'est devenu un sport vraiment populaire. Beaucoup de gens participent. D'ailleurs, ce qui fait aussi la particularité des Vietnamiens, même des Asiatiques en général, c'est que ils sont capables de s'inscrire sur un marathon sans vraiment d'avoir s'être entraîné ou avoir couru, ou alors ils vont avoir fait 10 km et puis donc le mois d'après ils vont s'inscrire sur un 21 km pensant que voilà ils ont débloqué cette distance donc ils peuvent augmenter facilement la distance. J'ai des amis qui ont fait 100 km au bout d'un an. Je dis pas que c'est bien, mais voilà, ils ont moins de recul et moins d'expérience par rapport à ça et donc du coup ça leur fait moins peur. Et au niveau du trail, maintenant il y a des courses tous les week-ends. C'est hyper développé. Je connais, enfin voilà, il y a plein de gens autour de moi qui ne pratiquaient pas du tout il y a quelques années et qui pratiquent régulièrement maintenant, un peu comme tout ce qui se passe en France. Alors bien sûr, si on prend la population globale, il y a forcément moins de je pense que le pourcentage est plus faible que par rapport à des pays développés parce que, enfin voilà, c'est plutôt des gens qui habitent en ville, qui sont de la classe moyenne ou élevée, qui ont du temps libre, qui ont de l'argent. Mais on voit maintenant des gens, des locaux, et notamment il y a une Vietnamienne qui s'appelle Hora, qui a terminé 2 fois 4e de la CCC en 2023 et 2024. Voilà, elle vient de la montagne, c'est la première coureuse qui ne vient pas de la ville et qui est devenue professionnelle. Et en fait, elle porte un peu l'espoir pour des coureurs en dehors des villes. Aurore, toi, comment t'as vécu ça en arrivant il y a 3 ans? T'étais un peu en mode découverte du trail, mais c'est vraiment en Asie que finalement t'as commencé un petit peu ta carrière, donc ça a été un peu en tremplin pour toi aussi. Comment t'as vécu cette transition entre l'Europe et l'Asie au niveau du trail? Bah, pour revenir à ce que disait Nico tout à l'heure, c'est vrai que l'adaptation au niveau du climat, ça a été quand même le plus difficile de cette transition. Mais après, je pense que ce qui est pas mal en Asie, c'est que comme tu vas courir un peu partout dans la région, tu es constamment confronté à des courses différentes ou des terrains différents. Donc c'est une transition qui se fait assez naturellement parce que tu as moins de points de repère, je dirais. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé le fait que je retrouvais... C'est comme ça que j'ai fait mes premiers groupes sociaux, sociaux, vas-y. Ouais, d'amis. Je retrouvais souvent les mêmes coureurs, des amis indonésiens qui ensuite allaient en Malaisie ou des amis malaisiens qui ensuite, on se retrouvait au Laos, etc. Parce que il y a un circuit qui s'appelle le Asia Trail Master, où en gros, il y a plusieurs courses qui sont des courses locales, où en fait, tout le monde y participe parce que je pense qu'il y a quand même une espèce de charte de qualité où on sait que quand on va à ces courses-là, il y aura le minimum, on va dire, pour sécurité, CP point, alimentation, etc. Donc on se retrouvait très souvent sur les mêmes courses, peu importe que... Ça, c'est surtout pour l'Asie du Sud-Est. Peu importe dans quel pays on vit, donc... C'était vraiment super chouette de pouvoir vivre ça en arrivant. Ouais, on constate, nous, depuis l'Europe que
le marché asiatique, il est quand même en train de se développer. Je parlais un petit peu des marques qui sont en train de s'implanter sur le marché européen, mais on a quand même des gros événements qui sont alors installés depuis quelques temps, notamment l'Ultra Trail du Mont Fuji pour ne citer que celui-ci. On voit aussi que l'UTMB commence petit à petit à grappiller là-bas et à installer des manches UTMB. Actuellement, donc j'ai noté, il y a une manche en Corée du Sud, une manche au Japon, 5 en Chine, une à Taïwan, une à Hong Kong, une en Thaïlande, une en Indonésie et 2 en Malaisie. Moi, ma question là, par rapport à ça, c'est comment c'est perçu sur place le fait que l'UTMB commence à racheter des courses là-bas, et est-ce que les événements européens, on voit aussi de plus en plus de coureurs asiatiques, on a eu trois Chinois sur le podium UTMB cette année. Comment est-ce que comment c'est perçu sur place cette arrivée de l'UTMB, et est-ce que les courses européennes fascinent vraiment les coureurs asiatiques? Je pense, juste pour le premier point, je pense à quelque chose rapidement, c'est il y a beaucoup des manches UTMB dont tu parles qui en fait étaient des anciens Asia Trail Master Series. Du coup, par exemple, on a vraiment vu la différence de, je sais pas si Valentin, tu es d'accord avec moi, mais en fait, la différence quand c'était une course ATM et quand c'est devenu une course UTMB, donc fatalement, les prix changent parce qu'il y a la marque UTMB qui est derrière, et je pense que ça dépend des organisations, mais certaines fois, ça se passe très bien. Et certaines fois, la transition peut être un peu plus difficile parce que je pense que, mine de rien, lorsque on y appose la marque UTMB, les attentes sont plus élevées. Et parfois, ça peut être un peu difficile à gérer. Et je sais pas à quel point le groupe UTMB est impliqué, on va dire. Est-ce que lorsqu'ils achètent une manche en Laos, en Malaisie ou n'importe quoi, est-ce que derrière, ils viennent avec le cahier des charges et ils vérifient que l'organisation ou la personne qui a repris l'organisation de cette course répond effectivement à tout ce qu'on attend de l'UTMB? Et je pense que des fois, en tout cas pour ma part, ça a été ce qui m'est arrivé avec le Lantao. C'était ma première course UTMB et je pense que je m'attendais, parce que tout le monde parlait de l'UTMB, c'était vraiment le Graal, etc., à une organisation qui était presque irréprochable et aussi un peu spectaculaire, et ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation malheureusement cette année-là, et je pense que dans la région, c'est un petit peu le challenge qu'ils ont, et j'imagine que quand on grandit aussi de façon aussi exponentielle, c'est difficile évidemment avoir tout sur le contrôle. Et pour donner un contre-exemple, j'ai été récemment au Trans Jeju en Corée. Et là, par contre, c'était carré, c'était irréprochable, c'était super, très bonne ambiance. Donc, c'est un peu, on sait pas trop à quoi s'attendre, quoi, parfois. Et je pense que les gens peuvent être très, très critiques parce qu'il y a cette notion de marque, mais aussi cette notion de prix qui, surtout dans une région comme celle-ci où il y a des grandes différences quand même socio-économiques, c'est un peu complexe à gérer, je pense. Je reste juste sur la partie prix, je trouve ça intéressant. Est-ce que le trail là-bas, donc en Asie, c'est accessible? Est-ce qu'il y a des grandes disparités? Est-ce que vous avez des courses très locales, très peu chères, des grosses courses très chères? Est-ce que là-dessus, sur la logique un peu économique, on retrouve un peu les mêmes choses qu'en Europe? Peut-être Valentin Comme je disais tout à l'heure, le trail, ça reste réservé à une classe moyenne, voire élevée, puisque les courses sont organisées forcément en dehors des grandes villes, et donc ces classes-là habitent dans les grandes villes, et il faut aussi du temps libre, et il faut aussi des moyens pour acheter du matériel. Il y a pas des petites courses associations comme on peut avoir chez nous, puisque les coureurs locaux, les locaux ne pratiquent pas la course. Donc en fait, ça nécessite de voyager, de prendre l'avion, ou de faire des heures de transport pour aller sur les courses. Et donc du coup, c'est moins accessible comme nous on pourrait le pratiquer chez nous en France si on décide de faire que des courses locales. Ça reste à moindre. Je pense que ça dépend vraiment de qui est derrière aussi la gestion des courses UTMB, donc si c'est l'UTMB Group ou si c'est Ironman, puisqu'ils se divisent un peu les courses
en Asie. Et donc, et voilà, et en local aussi, je pense que voilà, si les organisateurs locaux sont expérimentés, je pense que ça se passe mieux que si c'est une organisation vraiment locale et qui a pas forcément l'habitude d'accueillir autant de monde. Et pour revenir sur ta question initiale sur le fait sur la perception de l'UTMB. Ouais, au-delà du TMB, c'est aussi les courses européennes. Comment c'est valorisé là-bas? Est-ce que c'est vraiment un goal ultime? Parce que nous, de notre vision d'Européens, on se dit que pour tout le monde, le goal ultime, c'est de venir en Europe et de faire, bien sûr, en particulier l'UTMB. Mais est-ce que c'est vraiment le cas pour les gros coureurs et coureuses de là-bas? En fait, l'UTMB, ça fait vraiment rêver parce que c'est comme un peu tout le monde. Quand tu commences à courir, c'est un peu les premières images qui sont accessibles. C'est les courses c'est la course qui est la plus médiatisée. Et pendant longtemps, en fait, c'était quasiment impossible pour les coureurs asiatiques de venir à Chamonix, puisque pour se qualifier, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de course qualificative à l'époque des points ITRA et en fait, les seuls moyens de se qualifier, c'était d'être dans le top 3 de son pays. Et on avait une entrée directe, il me semble. Et du coup, par exemple, si je reprends encore l'exemple du Vietnam, puisque c'est le pays que je connais le mieux, c'est la communauté que je connais le mieux, pendant très longtemps, il y a eu un seul coureur qui avait participé à l'UTMB, jusqu'à ce que la course en Thaïlande devienne, jusqu'à ce qu'ils créent le circuit de l'UTMB World Series et que la course en Thaïlande devienne le Major Asie-Pacifique. Et là où les points ont été distribués, les tickets ont été distribués, et il y a eu énormément de coureurs. Il me semble que la Thaïlande, la première année, ils avaient une dizaine de coureurs. La deuxième année, ils avaient 200 coureurs à Chamonix. Et ça a été pareil avec une année d'écart avec le Vietnam, où beaucoup de gens se sont qualifiés grâce au groupe d'âge, etc. Et donc, oui, de manière générale, Chamonix, en tout cas l'UTMB, ça fait rêver les coureurs. Et de manière générale, venir en Europe faire des courses, même si c'est pas l'UTMB, alors forcément l'UTMB prend une grande place dans l'idéal des gens, c'est vraiment le Graal pour beaucoup de monde, mais on voit de plus en plus des gens venir faire le Val d'Aran, venir faire d'autres courses en Europe. Mais bon, je pense que voilà, le TMB à Chamonix, ça reste la course suprême. Au niveau du développement du haut niveau, on peut dire, en Asie, est-ce qu'il y a, je me rappelle d'une conversation, une fois on s'était croisé, Valentin, sur un événement, et tu me disais que, je crois en Thaïlande, à partir du moment où tu avais 750 de cote ITRA, tu pouvais te considérer comme un athlète plutôt fort et voir en vivre et avoir des partenaires et de créer, en tout cas qu'il y avait tout un écosystème un peu intéressant pour des athlètes de ce niveau-là. Est-ce que je dis des bêtises ou est-ce que c'est bien ça? C'est vrai. Comment ça s'articule un petit peu le haut niveau dans ce coin-là? En fait, le niveau est beaucoup plus faible qu'en Europe, parce qu'il y a moins de pratiquants, et puis aussi, pour encore une fois, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais le fait que les pratiquants sont des gens qui habitent en ville, qui n'ont pas forcément accès à la montagne, et qui donc du coup, c'est pas forcément les coureurs qui ont la meilleure VO2 max qui pratiquent la course à pied, mais pour autant, ça devient très populaire. Donc du coup, les marques s'intéressent, se sont très vite intéressées à la course à pied et au trail. Et voilà, c'est exactement ce que je te disais dans notre conversation, c'est que en Thaïlande ou au Vietnam, les meilleurs coureurs, ils dépassent pas les 800, si je dis pas de bêtises, en termes de cotation, et la plupart ont des sponsors. Je sais pas s'ils en vivent à 100%, mais en tout cas ils ont des sponsors, ou alors ils font du coaching à côté, mais ils arrivent à vivre grâce au trail. Et moi je trouve ça plutôt cool que les sponsors se soient vite intéressés à ces coureurs et à la course à pied, puisque ça permet de voir aussi le trail se développer plus rapidement qu'en France, où ça a mis quand même beaucoup de temps avant qu'on voit que le trail se professionnalise. Toi, Aurore, avant de laisser la parole à Mathieu et Théo qui ont des questions pour vous, du coup c'est en Asie que tu as découvert le haut niveau et que tu es devenu athlète du team Salomon. Est-ce que tu penses que d'être dans des pays où le niveau est un peu moins relevé, ça t'a permis peut-être d'accélérer ta transition vers le haut niveau ou pas? Oui, c'est sûr. Enfin, je pense que déjà pour moi devenir athlète dans le team Salomon International, c'était absolument pas quelque chose que j'ai vu venir. Enfin, moi je suis avocate à temps plein, je suis ici pour
pour mon métier d'avocate. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu cette opportunité. Bon, bien évidemment, je m'entraîne, je gagne des courses, etc. Je veux pas non plus me minimiser, mais je reconnais absolument que j'ai eu de la chance d'être au bon moment, au bon endroit, et que effectivement, si j'avais été encore en France à ce moment-là, c'est pas une opportunité qui serait arrivée à moi. Il y a vraiment une envie des marques, notamment de Salomon, mais d'autres marques, on le voit très fort, de faire des pushs en Asie. Le marché se développe énormément. Le marché chinois est très très actif. Donc oui, on voit de plus en plus de marques qui viennent. J'ai souvent des marques qui me demandent aussi des conseils sur quelle course sponsoriser, comment est-ce que le marché fonctionne ici, comment est-ce qu'on peut pénétrer des clubs, ou alors quelles sont les courses qu'on pourrait supporter, ce genre de choses. Donc on voit vraiment que ça se développe, mais aussi que peut-être les acteurs, en tout cas locaux ici, ne savent pas encore très bien par quel bout prendre la chose, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Théo, t'avais une question, je crois. Ouais, moi je me demandais, c'était surtout pour Aurore, est-ce que le modèle des teams que vous avez en Asie, est-ce qu'il est équivalent à ce qu'on peut voir en Europe? C'est-à-dire, est-ce que il y a du staff, de l'accompagnement tout au long de la saison, des stages, des regroupements sur des courses, ou est-ce que c'est plutôt des individualités qui sont sous contrat avec telle ou telle marque? Alors, moi, je suis dans le team Salomon International, donc je suis pas du tout rattachée au team ici. En fait, il y a pas vraiment de teams locaux. Il y a souvent des systèmes plutôt d'ambassadeurs, mais avec des aides qui sont assez minimes, on va dire. Je pense que ça dépend vraiment après de ta force marketing. Mais donc pour moi, tout ce qui est rassemblement, je rentre en Europe, et donc tout le pôle performance Salomon auquel j'ai accès, c'est en Europe, et donc mes collègues en Asie, donc on a des collègues, des teammates en Chine, et il y a Lucie qui est en Australie. Nous, on rentre. Pour les autres marques qui sont un peu plus établies, on va dire en Chine, avec des équipes locales, je pense à Kailas par exemple, mais je pense que eux aussi, ils ont plutôt un fonctionnement international où ils ont quelques athlètes en Asie, mais ça se passe moins ici. C'est plutôt à chaque fois lorsque c'est des encadrements ou des packages plutôt pro ou élite, c'est moins localisé, en tout cas sur l'Asie, seulement sur l'Asie, ouais. Valentin, si tu veux réagir peut-être? Ouais, je rejoins complètement ce que dit Aurore. En fait, en Asie, la plupart des marques, enfin toutes les marques sont distribuées par des distributeurs tiers. Et du coup, le siège des marques est en Europe. Et donc, en fait, souvent, c'est soit le distributeur, soit des magasins qui s'occupent de créer leur team local ou national, mais du coup, ça reste ils vont prendre les meilleurs coureurs nationaux pour faire des teams autour de la marque qu'ils distribuent. Mais du coup, oui, par exemple, pour Kelas, pareil, partie du team national, et du coup, tout est géré par. Alors, la différence qu'il y a avec les autres marques, c'est que moi, du coup, ma marque, elle est en Chine, elle est chinoise. Donc, du coup, ils gèrent de Chine, mais par contre, on fait tout en Europe parce que la plupart des coureurs sont basés en Europe. Mais voilà, par contre, ça n'empêche pas les distributeurs et les marques en local de créer des teams pour représenter la marque dans leurs pays respectifs. Mathieu, je te laisse réagir. Ouais, moi j'avais une question, c'était surtout enfin c'est assez global, mais je voulais revenir sur ce qu'on avait vu sur les images de Tsaigu, un des plus gros événements là qui a lieu en Chine, et où Aurore t'as pu t'exprimer. Et en fait, on a vu qu'il y a eu ils ont invité des trailers européens ici aussi pour essayer de faire un peu briller leur événement. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir
la différence entre l'engouement sur place avec énormément de monde au bord des sentiers, des aires d'arrivée qui étaient pleines avec des choses qu'on voit quasiment jamais en Europe, à part peut-être dans Chamonix. Et en fait, et aussi la faible présence sur les réseaux sociaux, c'est un peu mon côté influenceur qui a regardé tout ça. Et en fait, ce que je me dis, c'est que en fait, on se rend pas compte de la portée qu'ont les événements là-bas, de l'engouement qu'il y a autour de ce sport au niveau des fans aussi, etc. Parce que ça se passe aussi sur des réseaux différents. Tu nous as parlé de WeChat un petit peu en off quand on préparait l'interview. Et puis pareil, j'ai aussi un constat sur les grandes athlètes chinoises sont par exemple Fusao Zhang. Moi, l'an dernier, j'ai partagé un petit bout de reco de l'UTMB par chance, on s'est croisés, puis on a couru un petit peu ensemble. On avait croisé les athlètes de la Team Oka, et en fait, elles se faisaient reconnaître partout sur les chemins, très régulièrement sur les chemins par des Asiatiques qui faisaient le tour du Mont Blanc. Et je pense que c'est des athlètes qui sont hyper connus, mais nous, on se rend pas compte de leur portée qu'ils ont en Asie. Pareil, Miao Yao, elle a 22 000 abonnés sur Instagram. J'aime regarder la Fusao, elle est à 12 000. Et je pense que, alors que Miao Yao, je pense que c'est une des athlètes les mieux payées du monde. Mais nous, en Europe, on se rend pas compte à quel point ils rayonnent là-bas. Est-ce que tu peux un petit peu revenir là-dessus, soit sur Tsaïgou, quelle est vraiment la taille de l'événement, à quel point c'est suivi, et aussi peut-être parler un petit peu de WeChat. Je sais pas si tu as des chiffres qui seraient pertinents sur la portée des athlètes et à quel point ça rayonne là-bas. Oui, c'est vrai que on se rend pas du tout compte parce que pour la Chine, c'est vraiment deux mondes qui sont très différents. L'internet est différent, les applications sur lesquelles tout se passe, les réseaux sociaux sont différents. Donc c'est vrai qu'on prend pas du tout la mesure du phénomène là-bas, mais tu as tout à fait raison. C'est Miao Yao et Fusao Zhang, c'est des très bons exemples parce qu'effectivement, c'est des superstars, et quand on regarde, nous, les réseaux sociaux des Western World, c'est vraiment, ça donne pas du tout cette impression. Tsaïgou, c'est l'événement le plus gros en Asie en ce moment. Ils appellent ça un peu l'UTMB de ce côté-là. Et c'est vrai que on m'avait dit que c'était important, mais j'avais pas du tout compris que c'était aussi impressionnant. C'est-à-dire, nous, on est allé là-bas pendant quelques jours, mais certains athlètes, ils les invitent déjà un mois auparavant. Ils sont logés dans l'hôtel pour s'entraîner. On vient vraiment vous chercher à l'aéroport. Une fois que vous êtes installé à l'hôtel, il y a les repas qui sont organisés, les petits déjeuners, des physios qui sont mis à disposition pendant des semaines et des semaines pour que vraiment l'athlète soit là pour travailler. En fait, il vous met dans les meilleures dispositions, et ça, c'est l'organisation de la course qui met ça en place. Donc il y avait des coureurs du Japon, Hao Hao était là d'ailleurs, du Vietnam, beaucoup de coureurs chinois aussi. Et en fait, l'événement, il a 10 ans cette année, et il a vraiment été pensé comme un festival, donc avec des concerts, des meet and greet, des séances de dédicaces, des photos, des interviews, énormément d'activations à gauche à droite. Dans le village, il y a des panneaux énormes avec juste les portraits des athlètes qui sont pendus à tous les lampadaires. C'est très impressionnant, et effectivement la fête, c'est pas seulement ici à la place de ligne d'arrivée, de ligne de départ, c'est aussi dans chaque petit village qu'on traverse. Donc moi, j'ai fait le 100 km, donc j'en ai traversé des villages, et effectivement, à chaque fois qu'on arrive, il y a les danses traditionnelles, donc la danse du lion, et puis il y a 20 personnes en train de jouer du tambour. Les aid stations, elles sont remplies à ras-bord. C'est très très impressionnant, et absolument tout le monde est impliqué dans cet événement, et les gens sont en tenue traditionnelle. Enfin, c'est vraiment d'une ampleur incroyable, et en fait, on a vraiment ce sentiment que je sais pas, moi c'était ma première année à l'UTMB à Chamonix, donc j'avais plus ce sentiment que j'étais là pour le trail 100%, et que c'était très très trail, si je puis dire, alors que quand j'étais à Tsaïgou, j'avais l'impression que c'était Linhai, la ville avec nous, un côté culturel, un côté trail, mais que c'était pas que pour le sport. Je sais pas comment expliquer, mais j'avais vraiment l'impression que c'était un mix qui allait vraiment au-delà. Et alors, en termes de couverture médiatique, vraiment, j'ai été impressionnée par le nombre de personnes à disposition aussi, des centaines et des centaines de caméra runners. Donc, c'est-à-dire que vous êtes là en train de courir une descente assez technique, et autour de vous, vraiment, je rigole pas, il y avait peut-être 8-10 caméra runners, et donc ils font la descente, et puis après ils s'arrêtent,
mais la seconde où il s'arrête, il y en a 10 autres qui prennent le relais. Et puis, en fait, ça ne s'arrête pas. Vous êtes jamais, jamais, jamais tout seul. Et tout ça est relayé en direct sur WeChat. Donc, les gens votent, les gens font je ne sais quoi d'ailleurs, parce que je n'ai pas accès à tout. Et, juste après, les athlètes reçoivent, mais vraiment, je sais pas, dans les 30 minutes où vous avez fini votre course, des liens, ou dans les 1 heure peut-être que vous avez fini votre course, des liens avec vos images déjà prêtes pour les réseaux sociaux, avec les moments forts, les arrivées déjà éditées. En fait, ça dit juste le nombre de personnes qui travaillent sur cet événement, les équipes médias qui sont derrière et qui sont en train de charbonner sans s'arrêter. C'est-à-dire que moi, j'ai eu le temps de faire mon contrôle antidopage, j'arrive à l'hôtel, et en fait, j'avais 1 milliard de matériel qui était prêt à être relayé si je voulais sur les réseaux sociaux, etc. Donc la machine médiatique j'ai jamais vu ça, je pense. Pour compléter, moi j'ai une dernière question, c'est au niveau financier. Là, toi, tu as fait deuxième du 105 km. Les primes sur le côté sportif, elles en sont à quel niveau? Est-ce que c'est comparable à ce qu'on voit sur les courses de l'UTMB ou c'est comment? Si tu peux nous dire. Je pense que sur oui, les primes, en vrai, c'est vraiment c'est pas mal. Je sais pas comment ça compare par rapport à l'UTMB. En tout cas, juste pour donner un peu de contexte, en Asie, c'est très souvent qu'il y ait du prize money, les primes de course, pardon. C'est très souvent, et les gens sont quand même font attention à ce genre de choses. Donc, comparé aux manches UTMB, par exemple, où il n'y a pas de primes, ici, même les courses locales, même les petites courses locales, on va dire, il y a toujours de la prime. Pour Taïgu, du coup, c'est considéré quand même assez élevé. Sur le 100K, pour référence, le premier, c'était 7500, je crois, USD. Et il y a de la prime jusqu'au 8e. Donc, c'est 7000, puis 4000, 2000, quelque chose comme ça. Et ça va jusqu'à 600, 800 dollars américains. Et il y avait aussi de la prime sur le 25 et aussi sur le 50 km. Donc, Sur un moitié du TMB à peu près, quoi. Ouais. Pour donner un ordre d'idée, quoi. Ouais. Pour rappel, la gagne à l'UTMB, c'est 20 000 et sur CCC, OCC, c'est 13 000 et ça descend jusqu'au 10e, respectivement 1 500 pour le 10e sur l'UTMB et 1 000 € pour le 10e sur CCC, OCC. Ouais. Pour rebondir sur ce qu'a dit Aurore, c'est vrai que même sur les toutes petites courses où vraiment il y a personne, il y a des prize money. Et ça c'est quelque chose qui a été établi depuis un petit moment. Alors que c'est vrai qu'en France, même sur des classiques, on va pas forcément avoir d'argent à gagner. Là, en Asie, je trouve que ça a été établi assez rapidement sur les courses et en fait, au-delà des prize money, ils donnent aussi beaucoup de lots, beaucoup de cadeaux. C'est vrai que et je pense que ça fait aussi partie de la culture où c'est, voilà, comme tu disais sur Daegu, c'est plus qu'une course, c'est aussi un festival, c'est une fête. Et moi, un truc qui me marque toujours sur les courses, même si elles sont petites, les podiums ils sont souvent énormes. Il y a toujours des cérémonies, il y a toujours des officiels qui viennent. Serrer des mains, etc. Enfin, ils savent mettre l'effort, mais des fois c'est un peu disproportionné par rapport à l'événement. Ouais, ça me rappelle un peu la Thaïlande aussi, où les championnats du monde, on avait vu une cérémonie d'ouverture assez grandiose, assez phénoménale. Ils aiment bien mettre les petits plats dans les grands, en tout cas. Donc c'est intéressant de voir à quel point ça évolue aussi. Juste peut-être, on va arriver à la fin de l'entretien. Comment vous imaginez un peu la suite du développement du trail dans cette région-là? Est-ce que vous pensez que ça, un peu comme en Europe, on est un peu qu'au début du développement, ou vous pensez qu'à un moment on va arriver aussi à un petit plafond de développement? Comment vous envisagez la suite au niveau de ça, par rapport à ça? Valentin, peut-être. Ouais, déjà par rapport aux coureurs, je pense que on annonce toujours d'ici 2030 il y aura un vainqueur de l'UTMB asiatique. Moi, je suis persuadé. Je les suis depuis un petit moment. Et on voit que il y a certains coureurs qui faisaient vraiment n'importe quoi il y a quelques années et qui maintenant commencent à de sérieux concurrents pour un top 10. Je pense notamment à Jiduo et puis à Jiaju. Jiduo qui a fait 4. Jiduo, il a fait 4 de TMB. Donc du coup, lui, il est vraiment, enfin, voilà, il s'améliore et on sent que voilà, c'est un sérieux concurrent. Il y a aussi
Jiaju, qui est chez Kelas, qui la première année est venu à l'UTMB, il avait qu'un bâton. Pourquoi on sait pas. La deuxième année, il est parti avec, il était en Kawaii, il avait pas de t-shirt et il a complètement explosé. Il a fini, je crois, 500e, mais il a quand même terminé. Et cette année, il fait 10e ou 11e. Donc voilà, on sent qu'ils prennent de l'expérience. Et je pense que à terme, voilà, il faudra vraiment compter sur les Asiatiques et notamment les Chinois. Je pense qu'il y a aussi Jia Shengsheng, le coureur de North Face, ça fait deux trois éditions qui, soit sur la CCC ou même à la Western State, il avait plutôt bien réussi. Donc, je pense qu'on peut compter sur eux sur les prochaines années. Et après, de manière générale, je sais pas trop comment ça va évoluer en Asie parce que suivant les marchés, je trouve qu'il y a aussi des effets de mode où tout le monde se met à faire une activité. Et puis ça peut aussi s'essouffler. Alors je sais pas si ça va continuer. En tout cas là pour l'instant on est toujours sur une progression. Tous les ans c'est en croissance en termes de participants, en termes de nombre de courses, en termes d'évolution de manière générale. Mais je sais pas trop comment ça sera dans 10 ans. C'est difficile à dire, je trouve. Aurore, quelle est ta perception par rapport à ça? Oui, je suis d'accord avec Valentin. Je pense aussi que on a seulement vu la surface de ce qui peut être du talent qu'il peut y avoir ici en Asie. Et aussi, mon avis personnel, c'est que sur beaucoup parce que tout à l'heure, on parlait d'index, et j'ai l'impression que parfois, sur beaucoup de courses asiatiques, l'index, il est peut-être un peu sous-évalué parce que je sais pas s'ils prennent vraiment en considération le fait que parfois vous avez de la boue jusqu'au genou et qu'en fait il n'y a pas de sentier, ou vous êtes en train d'escalader des limestones avec vos mains. Donc je pense que peut-être ça aussi, ça tronque un peu notre vision. On commence à voir effectivement de plus en plus d'athlètes qui arrivent à venir en Europe et faire des courses là-bas, et là soudainement le monde les découvre. Mais en fait on a énormément de talent ici, et je pense que quant à la façon dont le sport va se développer, j'imagine en tout cas que ça va être beaucoup insufflé par ce que les marques font. Comment est-ce qu'elles décident de rentrer dans un marché, quel marché elles prioritisent, et parce qu'au final pour être athlète professionnel, il faut de l'argent, et c'est là où les gens ont le luxe de devenir athlète professionnel qui peuvent le plus développer leur talent. Et aujourd'hui en Asie, on n'a pas beaucoup d'athlètes professionnels, en tout cas qui peuvent vivre de ce sport. Donc si plus de marques viennent, il y aura plus d'argent et peut-être plus de professionnels aussi, et donc le niveau sera plus élevé et plus visible. Juste, je rebondis 2 secondes, juste pour dire qu'il y a des grosses marques, par exemple comme Kailas, qui sont des marques chinoises et qui sont en train de faire bouger le marché européen aussi sur les athlètes, quoi. Donc c'est deux mondes qui vont se confronter et qui vont, je pense, se tirer vers le haut, quoi. C'est clair que Kailas, leur objectif c'est d'inonder le marché en Europe. On voit ils essaient de récupérer, de sponsoriser un maximum de courses. Là ils ont commencé à recruter pas mal d'athlètes. Et pareil, Band to Coast qui commençait aussi à arriver sur le marché d'un autre biais. Ils vont avoir leur stratégie un peu différente, mais voilà, il y a plusieurs marques qui essayent de s'implanter dans le trail en Europe, et ça va être super intéressant à voir dans les prochaines années. Top. Eh ben merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu de ce sujet qui a finalement a été assez peu traité dans les médias français. Donc on est très content de vous avoir accueillis. Rapidement, peut-être ça va être quoi un petit peu là les actus, peut-être Valentin sur ta partie un peu plus vidéaste, photographe aussi. Est-ce que tu as des projets en préparation? Et puis Aurore sur la partie athlète, ça va être quoi les grands rendez-vous pour l'année prochaine, Valentin? Là déjà moi ce week-end je vais travailler pour l'orga de Chiang Mai by UTMB, donc ça va être cool de suivre le 100 miles et 100 km. Ça va être assez compétitif, c'est un petit peu moins compétitif que les 2 années, mais ça va être très intéressant. Début d'année je pars au Maroc pour le marathon des sables. Je vais suivre la course d'un de vos confrères, Guillaume Lalu, de Course Épique, sur le 40e anniversaire du marathon des sables. Et puis après les projets suivants vont arriver. J'ai pas encore trop de visibilité sur l'année 2026, mais j'ai confiance en mes clients habituels. Moi, je déménage à Hong Kong dans 3 jours, donc déjà, ça va être super chouette pour mieux m'entraîner.
Et après, je profite pour l'instant d'une période de break parce que la particularité de courir en Asie, c'est que ma saison, elle s'arrête jamais vu que je cours en Europe. Et quand c'est fini en Europe, je commence la saison asiatique. Donc, je reste conservatrice pour l'Asie. J'ai planifié peut-être Tarawera et une course locale à Hong Kong. Et après, je vais venir en Europe pour le camp d'entraînement de Salomon. Et je resterai pour faire probablement le Mute, la Restonica et on verra peut-être la tennis. Ok, super. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Merci de à nous vous. avoir À bientôt. invités. Bonne journée. Ciao. Ciao. Salut. Bonne journée, au revoir. Au Allez. revoir. Allez les amis, nouveau quiz dans cet épisode, le troisième. Je vous garde des petits jeux, des petites nouveautés de jeux pour le grand épisode de Noël, mais du coup on va refaire un petit qui suis-je. On commence assez rapidement par la première. Je rappelle rapidement les règles. Je vous fais deviner 5 personnes qui ont toutes un point commun. Vous me donnez votre nom pour pouvoir me donner la réponse. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse. Si vous vous trompez, vous avez perdu le droit de deviner sur cette manche-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. On commence directement avec la première personne à deviner. C'est parti. Je viens d'un pays réputé pour sa neutralité. Je détiens le record de l'une des courses les plus emblématiques de mon pays. Théo. Mathieu. Théo, t'as été le premier à dire. Rémi Bonnet. C'est faux. Mathieu est content. Tu veux tenter, Mathieu, ou C'est je obligé, continue? j'ai dit aussi mon Mathieu, Matisse. bonne Matisse, bien joué, bravo. Merci le thé d'avoir fait l'erreur pour moi. Ah ouais, là, j'ai fait le crash test. J'avais deux autres petites phrases d'indices. Une course que j'ai remportée 4 fois et mon nom de famille est un prénom. Mode Matisse. Bravo Mathieu, un point. Je vous rappelle, dès que vous avez trouvé le point commun entre les athlètes, vous n'hésitez pas à me solliciter. Deuxième personne. Je suis originaire d'un massif de moyenne montagne. Je suis triple vainqueur de l'UTMB. Nico. Vous J'ai aviez pas assez Thévenard. bossé, j'ai fait que 2 phrases, c'est pour ça, je suis allé vite. Nico, tu m'as dit? Xavier Thévenard. Xavier Thévenard, magnifique. Oh. Bonne réponse de Nico. Nico 1, Mathieu 1. Troisième personne à deviner. Dans ma famille, nous sommes une fratrie de sportifs de haut niveau. En 2022, je deviens champion d'Europe de course en montagne de montée sèche. En 2023, Nico, ça se tente, vas-y. César et Maestri. C'est faux. C'est la fille alors. En 2023, je participe à mes premiers championnats du monde alors que je n'ai que 18 ans. Mathieu. Mathieu, Nina Engelhardt. c'est faux. Non. Théo. Oula, tu veux pas attendre Théo? T'es tout seul à jouer là, tu veux pas attendre? Ah, de toute façon, j'ai pas le prénom, je crois. Eh ben, vas-y, tente. La sœur Herle. Bah c'est con parce que c'était son frère, c'est Lucas. Donc 0 point, vous avez tout perdu. Donc c'est bien Lucas Herle, le jeune allemand, qui a donc une sœur qui a été championne du Du monde, non? monde junior de course en montagne aussi. Et donc il est champion d'Europe junior, c'était la petite subtilité de course en montagne de montée sèche. 2023, il fait ses premiers mondiaux en junior encore. En 2024, lui, là, il participe à ses premiers championnats d'Europe senior sur le format montée-descente. Et en 2025, alors qu'il était qualifié aux mondiaux, il n'a finalement pas pu se rendre en Espagne pour participer au championnat du monde à cause de son université américaine qui ne voulait pas. Donc on reste à Mathieu 1, Nico 1. Manche 4. Quatrième personne à découvrir. J'ai aujourd'hui 46 ans. Nico. Mais non, Manu Messa. c'est totalement faux. Je réalise mes plus beaux résultats en carrière entre 2014 et 2018. J'ai obtenu mon plus grand résultat international en 2016 où j'ai terminé 2e de l'UTMB. Je viens d'un pays dont la capitale est Vilnius. Mathieu. Ah, c'est facile. Mathieu. C'est Gediminas Grinius. Bien joué. Le lituanien Gediminas Grinius
Deuxième de l'UTMB en 2016, derrière la légende Ludovic Pomeré. Mathieu 2, Nico 1, Théo 0. Il y a toujours le petit... Dis-moi, je tente le point commun, là. Vas-y. C'est pas Azix? Pas du tout. Merde. Perdu. Pas bon aujourd'hui. Dernière personne à deviner. J'ai participé au championnat du monde en 2023 en Autriche, un pays qui est limitrophe de mon pays de naissance. Mon équipementier principal est Dynafit. Nico. Nico, Hannes Homberger. pas du tout. Mathieu. Rosanna Buchauer. Oh, il est fort. Oh, il est très 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 fort. Magnifique. Bon, ben Mathieu va remporter. Donne la fin parce que c'était les deux marchés. C'était quoi après? J'ai pas assez bossé donc j'avais pas noté d'autres choses. Mais j'aurais fini par trouver. Ça marche aussi, mon. Oui, mais. Ça marche aussi, mais c'était pas lui que j'avais noté. Donc Nico n'a pas gagné. Personne là? Ah non. Ouais, c'est un peu compliqué, mais vous auriez pu trouver parce que c'est un lien avec. Attends, laisse-nous 2 secondes pour réfléchir. Je dis juste, c'est un lien avec notre sujet décryptage du jour. Ils ont tous gagné un trail en Asie? Bravo. Ils ont tous déjà couru ou remporté une course en Asie. Bravo. Théo, mais dans tous les cas, c'est Mathieu qui remporte le quiz. Magnifique, Mathieu. Mais Lucas, il a fait quoi en Asie? Lucas, il a fait les championnats du monde en Thaïlande. Ah ouais. Mais Bon, t'as pas dit que ton premier championnat du monde, c'était en 2023? Je sais plus, mais j'avais checké, il a déjà couru en Asie. Ok. On te fait confiance. Allez, on va pouvoir passer à nos recos de la quinzaine et on commence tout de suite avec la reco de Théo. Ouais, encore une reco musicale, mais pour moi c'était impensable de ne pas vous conseiller le nouvel album Pépite de DC's. L'ambiance et les sonorités de l'album sont vraiment uniques et ça met vraiment une espèce de vibes que j'adore. Et au-delà de son feat avec Kid Cudi qui est un banger absolu, il aura même réussi à me faire kiffer du Laurent Voulzy, j'y aurais pas pensé. Bref, foncez écouter l'album On s'en rappellera plus du grand DISIZ. Mathieu, ta reco. Je suis désolé, là, j'ai pas de reco. Je viens de scroller là, sur les dernières minutes du podcast, mon historique, et franchement, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'ai pas trop consommé de contenu là, du contenu audiovisuel, média ces dernières semaines, donc j'ai rien à vous recommander. Je suis désolé. Ah bah super, merci beaucoup Mathieu. J'ai profité de mes vacances pour, tu vois, même déconnecter des écrans, donc au final, je vous recommande de faire de même. Peut-être un endroit qui t'a marqué pendant cette semaine de vacances. Mathieu, t'es allé au Pays Basque, je crois. Et oui, je suis allé au Pays Basque, je connaissais la partie espagnole de cette magnifique côte, et j'ai pu découvrir un petit peu des petits villages sur la côte française, et c'est vrai qu'il y a de quoi faire aussi. Je vous recommande un petit café à Guétari qui s'appelle Providence. Voilà, magnifique. J'ai fait un petit brunch là-bas, c'était fort agréable. On leur fera de la pub. Nico, t'as bossé ou pas? Moi, j'ai pas bossé non plus. Mais je me dis là, les gens qui ont le temps de écouter toutes nos recos tous les 15 jours, ils font rien de leur vie, c'est pas possible. Non, malheureusement, j'ai pas. Mes journées se résumant à passer du temps dehors et à faire des plannings d'entraînement, j'avoue que quand je rentre, je dors. Bon, parfait. Bon, mais moi, j'ai une reco, parce que j'ai bossé. Un petit documentaire qui s'appelle Le Vivant qui se défend. D'ailleurs, je pense qu'il pourrait vous intéresser si vous l'avez pas encore vu, les membres de l'équipe. Un documentaire produit et réalisé par Vincent Verza de la chaîne Partager c'est sympa. Je vous fais rapidement le synopsis. Donc Vincent filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c'est sympa. Partant d'un récit personnel et sensible, le film Le Vivant qui se défend retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d'un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Un documentaire vraiment poignant qui m'a beaucoup marqué et qui fait état encore une fois de l'état état de l'urgence de préserver nos écosystèmes, mais aussi qui montre qu'en s'unissant collectivement pour défendre une cause qui nous est chère, et tout devient possible. Donc voilà, je vous invite toutes et tous à aller regarder ce documentaire. On a fait le tour, les amis. C'est tout bon. C'est tout bon. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur Instagram. On se fera un plaisir de vous répondre. Et puis d'ici là, on se retrouve pour l'épisode exceptionnel, un grand quiz de Noël que vous retrouverez dans 2 semaines. Attention, j'ai bossé comme un acharné pour vous proposer le meilleur quiz. On va voir. Commencez déjà à réviser les gars et on se retrouve dans 2 semaines pour tout ça. Allez, ciao. Allez, ciao. Bye bye. Bon les amis, j'y vais parce que je vais louper mon bus. Allez, ciao. Allez, bonne journée à toi.